Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire portant sur la Journée internationale de l'enseignant de français. Et c'est une initiative entre l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, et le CRIFA, qui célèbre en fait le prof de français. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Jean-François Ceci, le directeur du CRIFA, qui va nous dire un mot. Ensuite, nous aurons le mot de bienvenue de Madame la directrice de l'IFEF. Et s'en suivra maintenant le cœur du débat, c'est-à-dire les 4 temps pour l'introduction du webinaire en fait, de l'IA dans l'éducation. Monsieur Ceci, à vous la parole. Merci beaucoup déjà pour cette invitation et cette collaboration avec l'IFEF-OIF. C'est un plaisir à chaque fois de collaborer avec Mona Laroussi de toute manière, donc j'espère que ça augurera une suite. Et avec plaisir, on s'est associé avec mes collaborateurs pour vous proposer, on va dire, ce webinaire sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet d'étude du CRIFA. Alors peut-être juste rappeler ce qu'est le CRIFA, le Centre de recherche sur l'instrumentation de la formation et de l'apprentissage en Anthropocène. Et donc voilà, on travaille sur l'instrumentation numérique des formations. Et on espère que vous aurez plaisir à participer à ce webinaire et à interagir avec mes collaborateurs. Il y aura des interactions, n'hésitez pas à participer. Et merci encore à Mona pour cette organisation et à toute son équipe pour cette organisation exemplaire. Bel après-midi à tous. Madame Laroussi, vous pouvez prononcer votre mot de bienvenue. Merci beaucoup. Merci Balira. Tout le monde m'entend. Vous me voyez aussi. Merci Jean-François et merci à toute l'équipe autour de ce webinaire. Donc si on peut commencer, c'est pour dire que l'intelligence artificielle n'est pas tant une technologie qu'une invitation à repenser les chemins de la connaissance. Dans l'espace éducatif francophone, l'intelligence artificielle suscite une interrogation collective, non seulement sur les outils disponibles, mais aussi sur la manière dont nos élèves, nos enfants même, nos enseignants et nos institutions peuvent s'approprier cette mutation pour renforcer leur capacité à apprendre, à créer, à réfléchir d'une façon très critique. C'est précisément dans cette dynamique de transformation et d'engagement professionnel que s'inscrit notre webinaire d'aujourd'hui. Il prend une résonance toute particulière puisque nous fêtons aujourd'hui la Journée internationale des professeurs de français, célébrée le 20 novembre à travers le monde, francophone précisément, mais le monde entier avec les francophiles partout. Nous profitons alors de cette journée pour rendre hommage à l'engagement, la créativité et à la passion de celles et ceux qui font vivre la langue française, la culture francophone et qui chaque jour adaptent leurs pratiques face aux nouveaux défis, dont l'intégration de l'intelligence artificielle. Cette coïncidence n'est pas fortuite. Alors même que l'intelligence artificielle ouvre des nouveaux horizons pour les apprentissages et l'innovation pédagogique, elle invite la communauté enseignante à réfléchir collectivement à ses usages, à ses cadres, à des enjeux éthiques, etc. À cet égard, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'institut que je dirige à Dakar, a développé 3 micromodules d'apprentissage spécifiquement consacrés à l'IA. C'est des MMA. Donc, ces MMA servent à outiller, accompagner la formation continue et professionnelle des enseignants sur des sujets déterminants et nous travaillons sur l'éthique, sur l'usage, sur la conception. Également, dans le cadre d'un autre programme, qui est le KICS Afrique 21, nous travaillons sur la contextualisation du référentiel enseignant qui a été produit par l'UNESCO. Vient alors la nécessité d'interroger les cadres d'usage, de veiller à l'éthique, à l'équité, à la sécurité et de soutenir activement la formation continue des actrices et acteurs du cadre éducatif. C'est par l'expérimentation, la collaboration internationale et l'élaboration de nouveaux repères communs que la francophonie éducative peut relever les défis d'accompagner le développement des compétences fondamentales face à la prolifération des contenus automatiques, de valoriser la créativité humaine et la pensée critique à l'ère des algorithmes génératifs, de poser des fondements et des fondations inclusives où chaque apprenant et chaque apprenante puisse bénéficier d'un soutien personnalisé sans que l'IA n'accentue les inégalités et autres aussi. Ce webinaire s'inscrit dans cette dynamique, offrir une lecture structurée des notions clés de l'IA générative, explorer ensemble ses apports, ses limites
et ses enjeux pédagogiques pour illustrer leur intégration possible à partir de pratiques concrètes et variées. Ensemble, faisons de l'intelligence artificielle une ressource dynamique au service d'une éducation plus contextualisée, plus responsable et plus humaine. Je ne peux clôturer mes propos sans remercier le Centre de recherche sur l'instrumentalisation de la formation et de l'apprentissage en anthropocène de la Faculté de la psychologie et sciences et l'éducation, donc, et toute l'équipe de Jean-François Saucy, également toute l'équipe de l'IFEF qui a travaillé sur ce webinaire. Donc, je nous souhaite un webinaire riche, réflexif et tourné vers l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter nos autres intervenants de la journée. Il s'agit de Madame Mertens et de Monsieur Biatour. En fait, il faut dire que Monsieur Biatour est bachelier et agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en sciences humaines. Il possède aussi un diplôme de master en sciences de l'éducation en finalité de formation des adultes et il a enseigné en hautes études. Il travaille au CRIFA, comme l'a précisé Monsieur Ceci, et ses champs de recherche de formation ces champs de recherche et formation de prédilection portent sur l'intelligence artificielle, la pensée informatique et l'algorithme, l'usage pédagogique de la vidéo, l'hybridation de la formation et depuis quelques années, il coordonne l'équipe des personnes relais des autres écoles partenaires de projet POMED. Il s'implique dans les accompagnements et évaluations des projets d'intégration du numérique en Wallonie, Belgique. Quant à Madame Mertens, elle est titulaire aussi d'un diplôme de l'AECI en sciences appliquées, biologie, physique, chimie, et elle enseigne dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire aussi. Elle est également diplômée d'un master en sciences d'éducation à finalité formation d'adultes. Dans ce domaine, elle travaille au sein de l'équipe CRIFA où elle est impliquée dans 2 projets majeurs qui sont, alors, le premier porte sur accompagner les enseignants dans l'intégration du numérique en classe, le numérique éducatif, et notamment la création et la mise à disposition de ressources pédagogiques adaptées. Et le second concerne la formation des enseignants avec pour thématique principale actuelle l'intelligence artificielle dans l'éducation. Alors, il faut dire que le maître mot de cette webinaire, c'est la co-construction, c'est l'interactivité. Et je ne sais pas, je vais laisser la parole à nos 2 intervenants qui vont nous faire montre de ce qu'on peut faire avec l'IA, avec les 4 axes que nous avons définis. Monsieur Biatou, Madame Mertens, à vous. Grand merci pour cette chouette présentation, cette chouette introduction. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreuses et nombreuses aujourd'hui. Je vois qu'il y a 97 participants dans le salon. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Et je vous remercie pour votre présence. Alors, ce que je vais faire directement, c'est partager mon écran pour rentrer dans le vif du sujet. Hops. Attendez, je vais juste faire ceci. Hop. Voilà. Le contenu, l'écran 2. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir toutes et tous apparaître à l'écran mon écran que je vais mettre en mode diaporama pour commencer cette présentation. Alors, l'objet de ce webinaire, ce sont les 4 axes de l'intégration pédagogique de l'IA. Alors, on va principalement se concentrer sur ces 4 axes, mais avant toute chose, je vais pouvoir vous proposer la structure globale du webinaire et les objectifs qui sont poursuivis par cette présentation d'environ 2 heures. D'accord? Donc, on va alterner entre des moments de présentation et des moments alors d'échange qui seront plutôt relégués à la fin du webinaire pour favoriser l'échange et les différentes questions que vous pourriez vous poser au fur et à mesure de la présentation. Donc, d'une part, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez une interrogation que vous souhaiteriez soumettre à l'Assemblée, mais il existera d'autres outils qui seront mis en place au sein de ce webinaire pour mutualiser l'ensemble de ces questions et réflexions quant à l'IA, qui s'appelle WooClap, j'y reviendrai. Alors, première chose que j'aimerais vous présenter, c'est donc les objectifs du webinaire, qui sont au nombre de 3. 3 grands objectifs finalement au sein desquels se déclinent différents sous-objectifs. Le premier objectif étant de comprendre l'IA de manière globale, explorer les concepts fondamentaux de l'ingénierie de formation assistée par l'intelligence artificielle. Quand je parle d'ingénierie de formation, il faudra le traduire aussi dans le secteur de l'enseignement au sens large, pas uniquement la formation pour adultes, mais aussi pour ceux qui se trouvent dans l'enseignement secondaire, primaire. Je crois savoir que c'est la journée internationale du prof de français. Eh bien,
nous allons essayer de pouvoir transférer ces différents concepts au niveau de vos réalités professionnelles également. Donc ça, c'est un premier grand objectif qui est la volonté de pouvoir comprendre l'IA au sens large. Deuxième objectif, qui est un objectif assez ambitieux parce qu'on ne pourra pas tout expérimenter en 2 heures, hein, l'IA, elle évolue au quotidien. Il y a 10 IA qui sortent par jour pendant que 10 autres sortent de la compétition. Donc c'est parfois difficile de pouvoir expérimenter l'ensemble et de tenir une veille pédagogique à ce niveau-là. Néanmoins, on a fait une petite sélection de certains outils qui pourraient correspondre alors aux 4 axes dont on va vous parler à la suite, du webinaire. Et donc forcément, nous vous invitons à la sortie de ce webinaire à les tester aussi par vous-même. Voilà, il ne faudra pas hésiter non plus à nous interpeller quant à certaines options, certains logiciels, certains outils que nous allons vous proposer. Pour enfin, et surtout, garder en tête qu'il faut, et c'est le maître mot quand on utilise finalement les outils d'intelligence artificielle, c'est de développer son esprit critique, le conserver, l'alimenter au travers de ce que l'IA peut nous apporter comme réponse, comme formulation, comme contenu qui est généré, qu'il s'agisse d'images, de sons, de vidéos, de contenu pédagogique, de grilles critériées. On peut vraiment faire plein de choses, mais il faut toujours garder en tête de conserver son esprit critique quand on utilise les outils d'IA et les outils d'IA générative. Je continue donc. Le webinaire va se structurer de cette manière, à savoir une introduction générale qui comprendra une définition et le fonctionnement de l'IA générative au sens large, les enjeux éducatifs qui en découlent, les menaces, limites, opportunités et perspectives qui en découlent également. Ça fera partie de l'introduction générale. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques de comment fonctionne l'IA au sens strict du terme, donc on ne va pas aller creuser dans les algorithmes, mais on va plutôt voir le mécanisme global, général, au travers d'exemples concrets. On parlera alors du cœur de ce webinaire qui est consacré aux 4 axes d'intégration pédagogique, à savoir la planification à l'aide de l'IA, la création de contenu, la création de synthèse et la question de l'évaluation qui est aussi centrale par rapport à l'utilisation de l'IA générative et ce que l'on peut produire à l'aide de ces outils. Et nous terminerons par un échange collectif et je ne vais pas trop vous spoiler, donc vous dévoiler le petit jeu qu'on va faire, mais on terminera par un jeu de questions-réponses en mobilisant un outil. Donc surprise, on en parlera juste après. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter un outil qui s'appelle WooClap, qui est belge. Hein, donc cocorico pour nous les petits Belges ici. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous rendre sur votre navigateur préféré, rentrer l'adresse wooclap.com et en haut de l'écran, du côté droit, vous avez la possibilité d'intégrer le code de l'événement qui correspond au code IFEFIA pour IFEFIA. De cette manière-là, vous arriverez sur une page où on vous posera une question à laquelle on vous demande de répondre. Donc, ça se représente comme ceci. Je vais vous glisser directement mon écran. Normalement, après vous être connecté, vous devriez voir ceci. Hop. Une première question que je vous pose, c'est d'où venez-vous? Parce que je crois savoir qu'il y a quelques Belges parmi nous et énormément d'autres personnes. Donc j'aimerais bien savoir d'où vous venez. Alors, pour répondre à cette question, c'est assez simple, que ce soit via votre smartphone ou via votre ordinateur, n'importe quel support, votre tablette, eh bien, vous pouvez directement cliquer sur la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et je vois que plusieurs personnes répondent déjà. Alors, je vais juste dézoomer sur la carte, comme ça nous le voyons un peu mieux. Je vais peut-être remettre le code pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de le recopier. Hops.
Je vois que ça se remplit tout doucement. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. C'est un outil qui permet de réaliser des sondages en direct, via le code que je vous ai transmis, hein, finalement, de manière à ce que, l'intervenant puisse aussi récolter l'ensemble, des informations que les participants amèneraient si on leur pose une question. Donc, ici, je vous ai simplement posé la question de savoir, mais d'où vous venez? Et en fait, le résultat, bah, je vais vous l'afficher directement à l'écran. Hop. Voilà, il y a plein de personnes d'un peu partout, comme vous le voyez. J'aurais pu répondre à la question aussi et cliquer pour me savoir où je me trouvais, mais vous vous trouvez un peu partout finalement. Donc c'est, un espèce de petit exercice d'initiation à l'utilisation de WooClap, hein. Je pourrais vous partager les résultats, idem que pour la présentation globale. Sachez-le, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais tout le support de présentation, tous les liens, toutes les références qu'on utilise, eh bien je vous les transmettrai ou je passerai par, les différents autres intervenants de manière à ce qu'ils puissent vous les transmettre également. Donc voilà, une première question, bah, c'est super de voir qu'il y a autant de personnes qui proviennent d'un peu partout. Donc ça promet des échanges assez riches aussi. Donc voilà, ça c'était une première question que j'avais envie de vous poser. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une deuxième question, à savoir, hop, à propos de l'IA et l'enseignement, comment est-ce que vous vous sentez? De manière générale, hein, est-ce que vous êtes en colère? Vous êtes plutôt triste? Vous êtes plutôt enjoué? Vous avez peur? Ah, vous êtes dégoûté? Ou alors vous êtes plutôt curieux, surpris et intéressé? Je vous laisse le temps de répondre pour savoir où vous vous situez par rapport à ces différentes illustrations qui sont proposées par Arthur de Pins qui figurait dans le magazine Okapi. Ah, c'est partagé hein, entre la joie, la surprise, la curiosité. Je suis très heureux de savoir que vous n'êtes pas trop en colère. Ah, il y a quand même, une personne qui a l'air d'en avoir peur. Oui, ça me permet et pourtant je ne suis pas payé par WooClap, hein, soyons bien clairs, mais je me permets de l'utiliser directement cet outil parce qu'étant donné que quand on est un grand nombre de participants, c'est parfois difficile de pouvoir recueillir la parole de l'un et de l'autre de manière orale. Donc un support tel que celui que je vous propose permet de dégager des tendances générales. Alors il faut savoir que, alors le code d'accès à WooClap, c'est IFEF-IA, IFEF-IA. Voilà, et je vois que tout le monde réagit dans le chat, donc c'est parfait. Dio, il y a quelqu'un Heu, qui a la main levée, peut-être qu'il a une question. oui, je vous écoute. Ah, le micro Parce est... que, oui, Ah, on a activé les questions-réponses dans le Zoom. Donc, en fait, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur l'onglet questions-réponses. Donc, on pourra faire le Ah relais oui, avec nos en effet. panélistes. Alors, quant à l'attestation de présence qui est, demandée par, le spectateur anonyme ici, je ne peux malheureusement pas vous répondre. Je peux transférer la demande effectivement aux autres personnes qui sont en charge de la réalisation de ce webinaire pour peut-être, vous répondre par rapport à cela. Et moi, je ne saurais pas vous répondre, quant à cette question. Voilà. Alors, je continue. Il y a 2 tendances qui se dégagent, à savoir que vous avez l'air plutôt enjoué et plutôt curieux, surpris, par rapport au webinaire, en tout cas par rapport à la question de l'IA en éducation. Avec quelques craintes, vraisemblablement. Je vois qu'il y a trois personnes, oui, qui ont cliqué sur ceci. OK, allons un petit peu plus loin avec une dernière question que je vais vous poser avant de nous lancer directement dans le vif du sujet. Je vais vous demander hop, excusez-moi, je me suis trompé, voilà. Non plus de sélectionner une image, mais plutôt de répondre à une question. Quels mots vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à l'intelligence artificielle? Je vous laisse répondre. Vous voyez que cette fonctionnalité, par exemple, de brainstorming permet de voir en direct, les interventions de l'un et de l'autre, en un rien de temps, finalement. Vous avez vu que moi, je n'ai fait que cliquer sur une option pour vous laisser après remplir. Mais
fonction aussi du nombre de personnes qui ont ajouté le même terme, eh bien, ce terme grossira au niveau de la taille de la police d'écriture, si vous voulez. Donc ici, on voit apparaître certaines tendances, à savoir l'assistance, la création, la productivité, la rapidité, l'automatisation, les charges, etc., etc. L'apprentissage. Vous voyez, plus on s'approche du centre du brainstorming, plus ce sont des mots qui ont été utilisés, qui ont été intégrés à la réflexion collective. Donc l'idée d'innovation, productivité, création. Ah, ça fait pas mal de choses, hein. Et ce qui ressort, vraisemblablement, c'est la notion de création. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que, on peut poser la question du débat et c'est marrant parce qu'on l'a eu il y a pas plus tard qu'1 heure, ici avec monsieur Cessy par rapport à l'idée de la création. En effet, l'IA peut nous aider à créer. Et en même temps, si on se repose uniquement sur l'IA pour créer, on se retrouverait avec, des créations qui seraient somme toute standards. Parce que si on pose tout le monde pose la même question par rapport à la génération d'un plan de cours, par exemple, eh bien, on se retrouverait potentiellement avec le même plan de cours, partagé par tout le monde parce que ce serait la même structure qui serait proposée par l'IA. Donc on a l'impression parfois d'être créatif alors qu'on arrive dans une tendance qui serait plutôt standard. Donc voilà, ça c'est une réflexion que je vous porte. C'est pas forcément l'objet du webinaire en tant que tel, mais on pourra y revenir dans les questions-réponses. Maintenant, je vois effectivement que création, rapidité, facilité, productivité, efficacité sont des termes qui englobent cet usage de l'IA et lorsqu'on pense à l'IA, c'est ça qui ressort en tant que tel. L'idée de rapidité, c'est instantané, en effet. On pose une question, on a une réponse. Après, la réponse n'est pas forcément bonne, mais on l'a de manière quasi instantanée. Innovation, bah oui, c'est assez récent aussi, hein, depuis 2022 pour ChatGPT, donc c'est encore jeune et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait des grands pas en avant depuis 2022. Donc encore une fois, je vais laisser ces résultats en stand-by, mais j'y reviendrai avec un autre outil. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est revenir à la présentation pour finalement revoir ensemble les bases de l'IA au sens large. Alors, c'est parti. Hop, hein, je reviens ici, je relance. Je vais vous proposer une introduction générale qui est basée à la fois sur certains travaux et certaines recherches qu'on a pu consulter, mais aussi sur les travaux de Richard Emmanuel Istes de la HESSO, qui nous a beaucoup inspiré par rapport à certaines notions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et donc, je vais d'abord et avant tout commencer par l'idée du robot conversationnel. Parce que quand on parle d'IA et quand on pense peut-être directement à ChatGPT, au final, ChatGPT, c'est quoi? C'est un robot conversationnel. Alors, comment ça fonctionne et quelle est sa définition? La voici. J'avais mis du son, mais je ne pense pas qu'il y aura besoin de son ici. Je vais juste revérifier. Ici, je n'ai plus accès au son, malheureusement, c'est assez bizarre. Hop, mais c'est pas grave, ici, j'en aurai pas besoin. Donc je vais juste lancer cette petite vidéo. Il y a juste une petite musique que vous n'entendrez pas, mais c'est pas trop grave. Hop, et je vous laisse découvrir. Hop, hein.
Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo? Parce que c'est toujours sympa de montrer une vidéo qui explique, à notre place, différents termes, mais surtout et avant tout parce que c'est le genre de production que vous pouvez réaliser à l'aide de l'IA. Ici, la vidéo a été entièrement réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc c'est typiquement le genre de contenu qu'il est possible de réaliser avec une IAG. On n'est pas marié à certaines marques, hein, mais on vous présentera alors différents outils qui vous permettent de le faire. Ici, ça a été réalisé à l'aide de Lumensac, qui permet alors de réaliser des vidéos. Ici, c'est une vidéo pédagogique explicative du robot conversationnel, mais on pourrait très bien envisager ce genre de vidéo dans le cadre d'un cours de français pour expliquer telle ou telle notion, la conjugaison du verbe être, que sais-je, ça c'est vous les experts, hein. Et pour réaliser ce genre de vidéo, on va vous expliquer comment on a fait, quelles sont les règles à respecter pour pouvoir générer ce genre de contenu. Donc ça, c'est un premier exemple qui me permet alors d'aborder plus en détail, mais sans rentrer trop longtemps non plus dans la phase théorique, mais de savoir finalement comment ça fonctionne, un robot conversationnel. Un robot conversationnel, il reçoit un message, il reçoit une requête, il reçoit un prompt dans le langage de l'intelligence artificielle ici. Donc, il va recevoir ces entrées textuelles et même elles sont orales aujourd'hui. Je veux dire, vous pouvez parler à certaines IA et elles vont pas vous comprendre, mais elles vont comprendre votre discours pour le traduire sous forme de texte. Donc, elle va recevoir un discours. Elle va ensuite procéder à l'analyse de ce discours, l'analyse en langage naturel. Donc, on n'est plus sur des boutons où on sélectionne l'option 1 pour arriver à l'option 1, ou on pousse le bouton B pour arriver à l'interlocuteur B. Non, ici, c'est en langage naturel. Vous écrivez comme vous parlez finalement à ce genre d'outil pour qu'il vous formule une réponse. Mais pour pouvoir vous fournir une réponse, il va d'abord analyser ce que vous allez lui donner comme information. Ensuite, il va la traiter. Il va rechercher dans sa base de connaissances pour formuler une réponse. Quand on parle de base de connaissances, ce sont toutes les données qui ont permis l'entraînement de ces outils d'intelligence artificielle. Donc forcément, il n'y a pas toutes les informations du monde entier qui se retrouvent comme base d'entraînement pour ces intelligences artificielles. D'accord? C'est des bases de données qui ont été au départ sélectionnées pour finalement vous proposer une réponse qui vous convient pas, en tout cas une réponse qui est conditionnée par votre requête. Donc si dans votre requête ou votre prompt, vous n'êtes pas suffisamment précis, eh bien l'IA, dans sa réponse formulée, ne le sera pas non plus. Voilà, ça c'est une des règles que vous allez découvrir plus en profondeur. Donc pour résumer, un robot conversationnel ou un chatbot, bah, c'est un programme informatique, c'est pas une personne, d'accord? C'est vraiment un programme qui est conçu pour simuler une conversation avec des utilisateurs humains. Il s'appuie sur des technologies de traitement du langage naturel pour comprendre les requêtes et y répondre de manière cohérente et contextuelle. Donc, qu'on soit bien clair, l'IA, les outils d'IA n'ont pas de conscience. Ils sont programmés pour. Donc, les robots ne vont pas prendre le dessus sur les humains pour proposer des catastrophes, etc., etc. C'est pas, elles sont programmées, donc il n'y a pas de conscience et donc il n'y a pas de volonté de faire autre chose que ce pourquoi elles sont programmées. Ça reste un programme. Les chatbots modernes comme Capnu Mifaya, qu'on va vous présenter aussi en quelques mots, hein, qui ont été utilisés dans le cadre des cours qu'on a pu dispenser ici à l'université, s'appuient sur des modèles de langage avancés qui ont été entraînés sur d'immenses corpus de textes. Mais pas sur tous les textes, ceux qui ont été sélectionnés pour son entraînement. Si on veut, par exemple, un chatbot qui est spécialiste en français, pour l'apprentissage du français, eh bien, quelles sont les données d'entraînement qu'on pourrait lui donner? Ça pourrait être tous les programmes et référentiels du français, d'accord, pour les secondaires ou pour les primaires. Et ce sont ces bases d'entraînement qui vont lui servir de base pour construire la réponse que vous allez lui demander finalement au sein de votre requête. Donc il ne s'égarera pas, il n'ira pas au-delà de ce dont vous l'avez nourri. OK? Alors je continue. Toujours dans la définition et fonctionnement de l'IA générative, mais de manière concrète pour que vous puissiez bien envisager tout ce qui se trame derrière. Je pourrais vous poser la question et entendre toutes vos réponses, mais en fait, c'est partie d'une expérience que j'ai eu l'occasion de mener. J'avais pris en photo, ce truc, j'ai envie de dire, parce qu'au départ, moi, je savais pas ce que c'était et donc je me suis dit: «Bah, je vais demander à ChatGPT, mais c'est quoi ça? Cette structure métallique en plein milieu, de cette salle de classe?» Donc je lui ai simplement posé à ChatGPT la question suivante: «Bah, c'est quoi?» Et il m'a apporté cette réflexion.
Donc, l'objet métallique que tu vois au centre de la photo est une structure de sécurité amovible pour fauteuil roulant. Vous avez déjà vu un fauteuil roulant aussi grand que cette structure? Moi, je crois pas. En fait, ChatGPT, il répond à la question en oubliant le contexte. Tant que je ne lui apporte pas le contexte dans lequel j'ai pris cette photo, il ne pourra pas concevoir qu'il s'agit d'autre chose qu'un dispositif pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Donc, en gros, je vous le dis tout de suite, j'étais en fac de médecine vétérinaire. Donc, si je suis en fac de médecine vétérinaire, et j'avais posé la question aux étudiants de savoir s'ils savaient ce que c'était, etc. Les étudiants ne savaient pas non plus, à part une étudiante qui m'a dit, effectivement, on est en faculté de médecine vétérinaire. Donc là, on apporte du contexte. Donc, si on est dans cette faculté, ça veut dire que potentiellement, il y a des animaux qui peuvent arriver en plein milieu de l'amphithéâtre. Donc, c'est plus un dispositif pour accueillir les personnes à mobilité réduite. C'est un dispositif qui est utilisé pour contenir du bétail, pour pouvoir faire des expériences, etc. ou des démonstrations. Donc, j'ai expliqué à ChatGPT qu'en fait, il s'agissait d'un élément qui se trouvait dans une fac de médecine vétérinaire, en lui disant, tu es sûr, je suis actuellement en faculté vétérinaire, ça semble bizarre. Et là, directement, après lui avoir apporté un élément complémentaire, eh bien là, il me dit qu'en effet, dans une faculté vétérinaire, cette structure n'a probablement rien à voir avec l'accessibilité PME, en disant qu'il s'agit potentiellement d'une cage de contention, etc., etc. Donc là, il est dans le bon, parce que je lui ai apporté une info complémentaire et contextualisée. L'IA, elle ne prend pas en considération les éléments contextuels si on ne lui dit pas. Donc vous voyez qu'elle peut complètement halluciner, complètement dire des bêtises. Mais elle répondra parce que l'IA est probabiliste. Elle répond selon un modèle de probabilité. Si l'utilisateur me demande ça, alors potentiellement, la réponse qui va lui convenir, c'est ça. Plus je lui apporte de détails, plus l'IA va être puissante dans sa réponse. Donc, ce qu'il faut retenir, et puis après, j'en ai terminé avec la théorie de mon côté, c'est que l'IA, c'est tout ce qui permet à une machine d'imiter un comportement intelligent. C'est pas, l'IA n'est pas intelligente. L'IA, elle limite un comportement intelligent. Et quand on parle d'IA générative ou IAG, c'est simplement une branche de l'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la création de contenus originaux, du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Voilà, tout support graphique, une présentation, ce genre de choses. On est dans les IAG. Toutes les IAG sont des IA, mais toutes les IA ne sont pas des IAG. D'accord? Quand on parle d'IA et qu'on est sur un chatbot qui ne sait faire que répondre de manière textuelle à des requêtes, on est typiquement dans l'intelligence artificielle au sens large. Mais dans l'IAG, on attend de la création de contenu en tant que tel. Donc l'IA générative, elle n'invente pas au sens humain, mais elle recombine ce qu'elle a appris selon des probabilités et elle génère du contenu cohérent grâce à des modèles statistiques très puissants. Donc on rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça reste un programme, d'accord? Il n'y a pas, c'est pas un être humain, l'IA, c'est vraiment un programme informatique. Et donc conservez bien à l'esprit, comme je vous le disais au début de ce webinaire, gardez votre esprit critique par rapport à ce que l'IA peut vous apporter comme réponse. Voilà pour les différents éléments que je voulais vous présenter. Maintenant, je cède la place à ma collègue Léa qui va pouvoir vous parler des enjeux éducatifs et d'autres joyeusetés qui vont suivre ce webinaire. Donc voilà, je vais arrêter le partage de mon écran et je te cède la parole, Léa. Oui, merci Lionel. Bonjour à tous. Alors d'abord, je tiens à m'excuser parce que comme ça a été dit lors de ma présentation, je suis également enseignante et donc je suis actuellement dans mon école et donc il se peut, on va entendre très certainement la sonnerie, donc ne vous effrayez pas, c'est parce que je suis dans mon école et j'espère ne pas être dérangée, mais bon voilà, on reste dans une école et donc il se peut qu'il y ait un élève qui frappe à la porte ou qui entre, mais j'espère que ça n'arrivera pas. J'ai normalement tout mis en place pour que ça n'arrive pas. Mais donc, comme ça, vous êtes prévenus. J'essayerai peut-être juste, quand je vois qu'il va sonner, de peut-être couper mon micro parce que là, je viens d'avoir les élèves qui viennent de passer à côté de la classe et ça fait beaucoup de bruit. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on prendra 3 minutes de pause, mais si on entend que ça génère vraiment beaucoup de bruit, Lionel me le dira et on fera juste une petite pause de 3 minutes, le temps que ça revienne au calme. Et donc, je vais également partager mon écran. Alors,
Voilà, normalement, on est bon. Et donc, je vais... Oula, voilà. Partir, moi, sur les enjeux éducatifs. Donc, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est évidemment lié à l'éducation. Et donc, dans le monde de l'éducation, de manière générale, on voit qu'il y a 4 niveaux d'impact de l'IA sur l'enseignement. Donc, notamment, on va avoir les directions, on va avoir évidemment les enseignants, donc nous, on va avoir les responsables de programme qui sont plus éloignés de de notre niveau à nous. Et puis, bien sûr, il y a les apprenants. Et donc, pour chaque niveau, on va identifier des rôles précis. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de garder à l'esprit qu'il faut adopter une approche plutôt globale face à l'IA et non individuelle. Et donc, je vais vite passer en revue ces 4 niveaux d'impact afin de voir quel est le rôle de chaque niveau et savoir un peu ce qu'on attend d'eux. Donc, les directions, bien sûr, c'est tout ce qui est légiféré et financé. Et donc, l'idée, ça va être de délimiter, de décider le périmètre d'utilisation de l'IA au sein de leur établissement. Ça va être d'effectuer la veille juridique. Qu'est-ce qu'il en est de l'IA au niveau juridique en tant que tel? Bien sûr, ça va être de se former soi, mais également donner la possibilité à ses enseignants de se former et également à ses étudiants et ses élèves. Et pour finir, c'est également les directions qui ont le rôle de fournir l'accès à l'IA ou pas. Ça, c'est selon le choix de chaque direction, évidemment. Puis, on a les enseignants. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir enseigner maintenant avec l'IA et éventuellement évaluer avec l'IA. Et pour ce faire, il faut qu'on se forme. Et donc, c'est ce que vous faites tous ici aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on se forme notamment au principe de l'IA. Donc, rapidement, c'est ce que Lionel vient de faire. Il faut qu'on se forme aux enjeux. Il faut qu'on se forme aux outils qui sont disponibles et également à l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, c'est très bien parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et donc, ça va amener à prendre en compte également l'IA dans la relation pédagogique. Donc, la relation pédagogique peut être influencée par l'IA et donc, il faut le prendre en compte. Et donc, intuitivement, il va falloir repenser sa cohérence pédagogique, repenser peut-être ses évaluations, repenser la manière d'interroger nos élèves. Et très important également, ça va être d'expliciter le contrat pédagogique par rapport à l'IA. Quelle est moi ma position en tant qu'enseignant face à mes élèves par rapport à l'IA? Est-ce que je leur laisse la possibilité ou est-ce que je ne leur laisse pas la possibilité de le faire? Mais il est important d'être transparent par rapport à ça. Alors, c'est plus éloigné de nous, mais il y a également les responsables de programme qui ont comme rôle de pouvoir planifier et mettre en cohérence tout ce qui se passe par rapport à l'IA. Et donc, leur rôle à eux, ça va être d'anticiper les métiers dans un monde d'IA et les compétences nécessaires. Et donc, il va falloir, bien sûr, qu'ils adaptent les programmes aux contraintes et aux potentialités que l'IA peut nous fournir. Et puis, on a nos apprenants, nos élèves, qui, eux, ont comme but, il va falloir qu'ils apprennent à utiliser l'IA et il va falloir apprendre aussi à produire. Et donc, d'abord, il faut qu'ils apprennent ce qu'est l'IA dans la réalité des choses. Donc, nos élèves qui sont plus jeunes, ils entendent intelligence et donc il y en a beaucoup qui croient que, comme Lionel vient de le dire, ils ont une intelligence alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est important de peut-être faire un rappel par rapport à ça. Il va bientôt, bien évidemment, leur apprendre à utiliser l'IA. Et il faut également faire un petit rappel par rapport à la déontologie. Et donc, il va falloir que nos élèves se conforment à la déontologie par rapport à l'IA. Et donc, de manière générale, ce qui est important, c'est que chacun, à son propre niveau, développe une attitude de veille vis-à-vis de l'IA. Donc, il faut sans cesse s'informer, sans cesse se former, parce que l'IA, elle évolue à une vitesse énorme. Et donc, plus le temps passe, plus il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ce qu'on présentait l'année passée a déjà fortement évolué par rapport à ce qu'on présente maintenant. Et donc, malheureusement, l'IA, on s'est vite rendu compte qu'il y a des menaces et des limites. Et donc, c'est la même chose, c'est l'idée de le savoir, de le garder en tête pour notamment aussi le transmettre. Mais il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Nous, on est là ici pour vous présenter l'IA, mais pas pour vous obliger à utiliser l'IA ou vous dire que l'IA, c'est super. Nous, notre idée, c'est vraiment d'être transparent par rapport à vous. Donc, évidemment qu'on a des menaces et qu'on a des limites.
Et donc, c'est notamment le cas du robot Tai qui a été développé par Microsoft déjà il y a plusieurs années. Et donc, ce robot, il a été conçu pour interagir avec les utilisateurs des réseaux sociaux. Et donc, son objectif à lui, c'était d'apprendre de ces interactions pour affiner ensuite ses réponses. Et donc, quand on parlait tantôt de base, ce qui était fourni comme base à ce robot, c'était les échanges sur les réseaux sociaux. Et donc, ce robot, évidemment basé sur l'IA, était destiné à simuler la personnalité d'un adolescent. Et donc, c'est pour ça qu'on le mettait dans un contexte où il devait apprendre des échanges avec des ados. Et très rapidement, en moins de 24 heures, donc je pense de mémoire c'était une histoire de 16 heures, il a rencontré des problèmes majeurs au vu de son apprentissage direct. En fait, il a eu un apprentissage sans filtre. Et donc, il a adopté, reproduit des propos offensants, racistes et inappropriés. Et donc, très vite, ça a été un exemple de défi lié à l'éthique de l'IA. Et donc, ça a vraiment illustré une première limite de cette IA qui est non contrainte. Et donc, on fait souvent cette analogie-là, que l'IA, en fait, c'est un peu comme un marteau. L'IA, elle peut être utilisée pour construire, c'est ce qu'on va vous montrer notamment aujourd'hui, mais il faut garder à l'esprit qu'elle peut également détruire. Et donc, ça illustre cette idée de pouvoir et donc de construction qui est super intéressant, mais également cette idée de risque que l'IA porte. Et donc, il y a des défis éthiques, mais il y a également de nombreux biais qu'on observe dans l'IA, dont il faut évidemment également être conscient. Et donc, comme mon collègue l'a expliqué juste avant, les IA génératives, elles vont proposer des réponses qui leur semblent la plus probable par rapport à leur base de données. Donc, en se basant sur ce qu'on leur a fourni pour s'entraîner. Donc, en se basant sur ce qu'elles ont appris dans leurs données d'entraînement. Et donc, si on retrouve malheureusement dans ces données d'entraînement des biais, il est absolument évident que le chatbot va reproduire ces biais. Et c'est un exemple très simple, mais on peut déjà le voir dans un outil comme DeepL. Donc, je vous mets l'image ici. Et donc, on voit que quand on lui demande de traduire cette traduction de l'anglais au français, il la traduit par le patron, donc the boss and the secretary. Désolée pour mon accent, je ne suis pas prof d'anglais. Il la traduit par le patron et la secrétaire. Et donc, attention, déjà, ce qui est important, c'est que ici, DeepL n'a pas été programmé pour être sexiste. Il a été programmé pour apprendre tout seul sur une base de données. Et donc, ce qui se passe ici, en l'occurrence, c'est que dans sa base de données à lui, il y a plus de patrons que de patronnes. Et il y a plus de secrétaires femmes que de secrétaires hommes. Et donc, il est clairement biaisé par rapport à sa base de données qui lui est fournie. Et donc, il y a évidemment plein d'autres conséquences associées à la manière dont l'IA en elle-même est conçue. C'est notamment aussi le fait que les IA ne sont pas toujours fiables, ça vous l'avez sûrement déjà entendu, en termes de contenu. Ça repose sur le même postulat. C'est la simple et bonne raison qu'un chatbot produit quelque chose de plausible et donc pas forcément de vrai. Et donc, il produit par rapport à la base de données qui lui est fournie. Mais ici, ce n'est pas la question. On n'a pas forcément envie de s'attarder sur toutes ces menaces et ces limites. En fait, on pourrait passer 2 heures à ne parler que des menaces et des limites. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller plus vers les outils, les potentialités de l'IA. Mais avant, il reste quand même une petite chose à garder à l'esprit et qui est là, par contre, directement liée à notre quotidien d'enseignant et où il faut, je pense, le garder à l'esprit et toujours essayer d'agir en conséquence. On a un enjeu tout particulier, nous, en tant qu'enseignants, c'est l'égalité des chances. Et donc, c'est un enjeu qui est particulier dans l'éducation. Il faut rester attentif à ça et il faut surtout pas l'oublier. Mais donc, de nombreuses études montrent de manière générale que l'IA va renforcer la fracture numérique qui nourrit elle-même la fracture sociale et la fracture numérique qui se nourrit elle-même de la fracture sociale. Et donc, ça nous amène, nous, à avoir une attention toute particulière en tant qu'enseignants, parce que je trouve que ça suppose 2 points. Tout d'abord,
on a cette idée d'accès aux technologies d'IA. On va vous proposer toute une série d'IA. Dans ces IA-là, si on prend tout simplement ChatGPT, que je pense qui est connu par la majorité du public, ChatGPT a sa version gratuite, mais il a également sa version payante. Et donc, un élève qui a accès à la version payante ne va pas avoir le même échange avec l'IA qu'un élève qui a accès à la version gratuite. Déjà, à la version gratuite, on va être stoppé à un moment. Et puis, dans la version payante, il est probable qu'elle fournisse des réponses plus claires, plus structurées. Et donc, il faut être conscient qu'il y a certains élèves qui peuvent avoir accès à ces versions payantes et d'autres pas. Et puis, je pense la plus importante, c'est la gestion familiale des technologies et des technologies de manière générale. Et donc, je peux prendre un exemple assez simple. C'est si vous, en tant que prof de français, vous donnez comme devoir une dictée à corriger à vos élèves, donc un texte avec des fautes d'orthographe, et vous leur demandez, voilà, j'aimerais maintenant que pour demain, vous me corrigiez ce texte. Il y a un élève qui va pouvoir se dire, ah ben, c'est facile, je prends la photo, je la mets dans ChatGPT, et ChatGPT, très facilement, va pouvoir corriger cette dictée et va lui indiquer les fautes. Et donc là, c'est là qu'on a deux approches qui sont possibles. On a l'élève qui va faire ça, et puis on a l'élève qui peut être dans un milieu plus favorisé, où là, les parents, s'ils sont derrière, ne vont pas laisser faire ça. Les parents vont éventuellement prendre cette photo et réaliser et demander à l'IA de corriger, mais alors les parents vont être là pour guider l'enfant et pour l'aider à trouver les erreurs, alors que de l'autre côté, on aura l'élève où tout aura été fait pour lui et donc il n'aura pas aucun apprentissage. Et donc, selon l'usage qu'on va en faire de l'IA, eh ben, on va encore plus polariser davantage les questions d'inégalité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que, évidemment, ça va impacter nos élèves de manière générale. Et donc, oui, évidemment, j'allais oublier, l'enseignement, nous, qu'on prodigue, c'est vraiment de niveler les inégalités, qu'elles soient socio-économiques ou socio-culturelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, selon moi, garder ça en tête. Et donc, par rapport à ça, par rapport à toutes ces menaces, et ce qu'on préconise, c'est qu'on essaye vraiment de mener le public conforme à avoir toujours un esprit critique, c'est ce qu'on disait dans nos objectifs, c'est vraiment avoir un esprit critique face à ces outils d'IA. Et donc, ça a été publié très tôt, ce diagramme-là que je vous présente, par Alexander Turkanov. On voit en 2023, donc quand les IA génératives ont commencé à émerger. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, ça part du postulat qu'il faut limiter son utilisation de l'IA à son propre seuil d'expertise. Et donc, lui, ce qu'il a proposé, c'est qu'il faut d'abord se poser une première question, c'est est-ce que ma requête, c'est important qu'elle soit vraie? Si elle doit pas forcément être vraie, ça peut être par exemple un conseil coiffure, une recette de cuisine, on peut aisément utiliser l'IA de façon assez sûre. Par contre, s'il est important que la réponse que je vais demander à l'IA, donc la requête que je vais lui faire, s'il faut qu'elle soit vraie, il faut se poser une deuxième question. Alors, il faut se demander si, est-ce que moi, je dispose du seuil d'expertise pour vérifier la production? Est-ce que je dispose de l'expertise pour vérifier ce que l'IA va me produire? Et donc là, on a de nouveau deux cas de figure. Si je n'ai pas l'expertise de vérifier ce que l'IA va me produire, eh ben alors c'est dangereux d'utiliser l'IA. Et donc là, ça peut probablement mener à des difficultés. Et donc, ce monsieur-là ne préconise pas dans ces cas-là d'utiliser l'IA. Par contre, si oui, je dispose le seuil d'expertise, on se dirige vers la possibilité d'utiliser l'IA, mais il faut se poser une toute dernière question. Comme on l'a dit, l'IA se trompe, l'IA ne fait pas ne génère pas que du contenu qui est vrai, elle génère quelque chose de plausible. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que moi, je prends la responsabilité légale et morale
en cas oh là là, je vais pas y arriver, inexactitude, donc si la réponse qu'elle produit est inexacte, est-ce que je prends cette responsabilité de me dire oui, ok, j'ai utilisé l'IA, même si c'est inexact. Et donc, là, c'est vraiment, ok, on peut avoir la possibilité d'utiliser l'IA, mais il faut toujours rester prudent. Et donc ici, ce petit schéma-là, c'est vraiment pour vous rappeler que l'IA va produire, mais il faut toujours garder à l'esprit cet esprit critique et toujours rester prudent par rapport à ce qu'elle produit. Alors, évidemment, maintenant, notre idée, c'est de passer du côté des opportunités et des perspectives. Qu'est-ce qu'on peut en faire réellement de l'IA dans l'enseignement? Alors, on observe qu'il y a 3 dimensions. D'abord, on peut enseigner l'IA, donc pour une culture de l'IA sur l'IA. Donc, faire ce que mon collègue Lionel a fait juste avant, enseigner ce qu'est l'IA, dire que c'est un apprentissage automatique, enseigner les réseaux de neurones, enseigner comment fonctionne un chatbot, parler des biais, parler des règles éthiques, parler des impacts environnementaux. Ça, c'est tout ce qui regorge du volet enseigner ce qu'est réellement l'IA. Ensuite, on peut également enseigner avec l'IA. Et donc là, l'IA, moi, en tant qu'enseignant, peut devenir un outil pour moi. Ça peut devenir un outil d'enseignement. Il peut m'aider à générer des résumés, à générer du contenu, à analyser, à générer des études de cas, des questions, des QCM. Alors, il peut aussi devenir un outil d'aide à l'apprentissage, mais pour l'élève cette fois-ci. Il peut l'aider à générer des questions de révision, lui donner des conseils d'organisation, des explications. Puis, l'IA peut également être pour moi un assistant pédagogique. Et ça, c'est plutôt le volet qu'on va utiliser aujourd'hui qui nous semble le plus intéressant. C'est utiliser l'IA pour scénariser, pour planifier, pour générer du contenu. Et puis, l'IA peut également devenir un challenger pédagogique. Je peux me poser une question pédagogique et je n'y ai pas la réponse. Je peux utiliser l'IA pour m'aider. Et puis, il y a également cette question d'enseigner vers un monde d'IA. Et là, c'est se poser la question de que doivent apprendre mes élèves? Alors, c'est évidemment une question qu'on se posait déjà avant, mais maintenant, il faut tenir compte que l'IA existe. Et donc, il faut se poser cette question avec l'IA, dans ce monde d'IA, que doivent apprendre nos élèves? Eux, qui vont vivre, qui vont étudier et puis qui vont travailler dans un monde d'IA, parce que ça, on ne peut pas aller contre ça, mais qu'est-ce qu'ils doivent réellement apprendre? Est-ce qu'ils doivent apprendre à réciter des règles par cœur, par exemple, ou est-ce qu'ils doivent apprendre à appliquer ces règles? Est-ce qu'ils doivent apprendre à synthétiser? Est-ce qu'ils doivent apprendre à retrouver une info correcte? Et donc là, il y a vraiment une question de, qu'est-ce que mes élèves vont maintenant devoir apprendre dans ce monde d'IA? Et donc, c'est vraiment une question à se poser en permanence. Et donc, moi, comme je vous l'ai dit, ici, on va se porter vraiment sur le volet 2, parce qu'on ne saurait pas faire les 3, on n'a pas le temps. Et donc, le volet 2, ça va vraiment être enseigner avec l'IA. Qu'est-ce que je peux faire avec l'IA? Qu'est-ce qu'elle peut m'aider à faire? Et donc pour ça, on vous présente ici, tout à l'heure, mon collègue vous parlait de Capnum Ifaya. Donc ici, c'est un exemple d'une utilisation d'IA qu'on a faite dans le cadre de nos cours à l'Université de Liège. Et donc, on a proposé à nos étudiants de se former à l'IA, donc de découvrir ce qu'est l'IA, avec un chatbot qui, lui, a été conçu pour répondre aux questions des étudiants. Donc, le chatbot avait comme consigne de répondre à toutes les questions des étudiants par rapport à l'IA. Donc, les étudiants devaient se former sur ce qu'est l'IA, sur les enjeux de l'IA, sur tout ce que l'IA pouvait impliquer dans l'éducation. Et donc, à la place de le faire de manière assez théorique, comme on le fait malheureusement ici, mais avec un webinaire, c'est le format qui s'y prête le mieux. Dans le cadre de nos cours en présentiel, on a proposé un chatbot et c'est comme ça que les étudiants se sont formés. Et donc, pourquoi est-ce que je vous cite cet exemple? Eh bien, tout simplement pour vous montrer
Oui, donc ici, on a les deux agents. Donc, pareil, ça, on vous donnera accès. Donc, si vous voulez, on vous donnera accès à celui qui est accessible librement. C'est ici celui sur ChatGPT. Donc, en fait, je peux vous montrer, voilà, à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, vous avez un chatbot et donc, il explique que ce chatbot, il est appliqué à l'éducation et son objectif est d'accompagner les enseignants en formation pour leur apporter des connaissances précises et adaptées en contexte pédagogique. Et donc, on peut lui poser toute une série de questions. Quelle est l'histoire de l'intelligence artificielle, par exemple, et le chatbot va y répondre selon certaines conditions. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce chatbot-là. Donc là, on voit qu'il répond à ma question. Et il a été fait selon certaines conditions. Pourquoi? Parce que on a créé un prompt de 4 pages. Donc, vous voyez ici le prompt qu'on a créé pour créer ce chatbot Capnu Minifaya. Et donc, qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, ça va être la requête, donc la question que je vais poser à l'IA pour qu'elle me réponde. La question que je vais lui poser pour qu'elle crée ce que j'ai besoin. Donc là, nous, on a posé une question, posé un contexte avec comme objectif de créer un chatbot. Et donc, vous voyez que ce prompt, il fait 4 pages et donc il est assez long. Et donc, pour arriver à ça, évidemment, on est passé par certaines étapes que je vais vous présenter maintenant, parce que c'est important de pouvoir avoir des balises pour avoir le prompt le plus précis possible. Parce qu'évidemment, plus le prompt est bien formulé, plus la réponse que l'IA va me générer va me convenir. Et donc, il existe des balises pour arriver à ça. Et donc, il y a vraiment plusieurs cases à cocher pour que le prompt soit le plus efficace possible. Et donc, ces différentes cases à cocher, je vais vous les présenter ici. D'abord, il faut que votre requête soit claire et précise. Et donc, il faut formuler des instructions spécifiques et ne pas être ambigu et éviter du jargon trop complexe. Il faut que ce soit dans un contexte pertinent. Donc, plus le contexte est précis, plus l'IA va apporter une requête précise et qui se rapproche de ce que j'ai besoin. Et donc, par exemple, nous, on a contextualisé en disant, voilà, tu vas t'adresser à des masters sciences de l'éducation, donc ce sont des enseignants. Et donc, de cette manière, l'IA va répondre en sachant qu'elle répond à des enseignants. Alors ensuite, il faut mettre une structure logique et donc organiser la demande avec une certaine hiérarchie. Alors, ce qui fonctionne très bien, c'est lui donner des contraintes, lui préciser le format, lui dire je veux que tu répondes maximum avec 5 phrases, lui dire un ton qu'il utilise et donc lui dire des manières dont on aimerait qu'il formule ses réponses. Et puis, évidemment, ça va être l'itération. Ça ne va pas fonctionner du premier coup. On n'a pas réussi à faire notre prompt du premier coup. Donc, l'idée, c'est d'affiner progressivement les prompts en fonction des résultats que l'IA va nous fournir. Et donc, on ne va pas y arriver du premier essai, mais il faut y aller progressivement. On peut également demander à l'IA de nous guider dans la formulation des prompts. Et là, c'est une toute autre technique qu'on n'aura, je pense, malheureusement pas le temps de développer ici. Mais donc, si ça vous intéresse, c'est la technique du reverse prompting. Donc, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. C'est vraiment une technique qui aide à formuler un prompt en demandant à l'IA de générer des questions qu'il faut que je me pose pour formuler mon prompt. Alors, on peut inclure des exemples, donc lui dire, voilà, moi, par exemple, j'aurais formulé ça comme ceci, j'aimerais que tu formules tes réponses de la même manière. Et puis, encore et toujours, une fois, il faut analyser, évaluer régulièrement l'efficacité de ce que l'on produit. Alors, rapidement, on va prendre un petit exemple pour créer une grille critériée. Voici un exemple d'un bon prompt. Donc un prompt qu'on pourrait fournir à une intelligence artificielle pour qu'elle nous crée une grille critériée.
Et donc, l'exemple, ce serait ceci. Je souhaite créer une grille critériée pour évaluer les productions écrites d'élèves de 3e secondaire sur un récit fantastique. Donc là, je contextualise, je donne le niveau de mes élèves et je donne ce que j'attends de lui. Cette grille doit comporter 4 critères clairs avec 4 niveaux de performance. La même chose, les niveaux de performance, je les cite, excellent, bon, à améliorer, et puis je cite les critères. Les critères doivent concerner la richesse du vocabulaire, la cohérence du récit, la maîtrise du temps, etc. Et donc ici, on lui propose vraiment un cadre clair avec des balises. Alors, l'exemple d'un mauvais prompt, ça serait ceci. Je voudrais évaluer mes élèves en français, fais-moi une grille. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il n'y a pas assez d'éléments de contexte, il n'y a pas de finalité au niveau du format. Ici, on lui dit, je veux une grille détaillée, propose-moi un modèle précis. On lui cite des critères. Ici, on ne lui cite pas de critères, on ne lui cite pas de caractéristiques. Donc, il n'y a vraiment rien de clair. Et donc, évidemment, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre? Le premier fonctionne mieux que l'autre. Eh bien, parce que ce prompt-là répond à 7 règles d'or qu'on pourrait épingler pour qu'un prompt soit efficace. Et donc, ces 7 règles d'or, c'est les suivantes. On va avoir d'abord le rôle. Donc, il faut donner un rôle à l'IA lorsqu'on s'adresse à elle. Par exemple, ici, pour prendre un exemple en français, on pourrait dire ton nouveau rôle est d'être un écrivain d'articles. Ensuite, il faut lui donner la tâche. Ta tâche est de rédiger une introduction. Donc là, je suis précis dans ma tâche. Ensuite, ça va être de lui donner un objectif. Ton objectif est d'expliquer simplement ce qu'est ChatGPT à des personnes qui ne sont pas informées sur le sujet. Là, en l'occurrence, l'objectif, on sort du cadre de l'exemple en français. On est plus sur l'objectif qu'on avait donné, nous, dans notre prompt à nous, pour Capnumifaya. Alors, ensuite, on a le contexte. Il faut contextualiser, dire à qui on s'adresse et comment il doit s'adresser. Ton ton, tu vas utiliser un ton assez neutre, mais rester enthousiaste. Le contexte dans lequel tu crées cette introduction est un article pour expliquer comment générer un prompt efficace avec ChatGPT. Puis ensuite, on peut lui donner des étapes, donc hiérarchiser ses réponses en fonction du profil également. Donc, lui dire, dans un premier temps, tu expliqueras ça, dans un deuxième temps, tu expliqueras ça, et donc vraiment lui donner des étapes claires par lesquelles il doit passer. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui marche assez bien, c'est le contraindre. Et donc, on souhaite ici que cette introduction ne fasse pas plus que 8 lignes. Et donc, on peut le contraindre également à un certain niveau de langage. On peut le contraindre, on peut être super imaginatif par rapport à ça. Et donc, le format, on pourrait par exemple proposer sous forme de puce, avec un titre, avec des numéros. Et donc, c'est vraiment cette idée d'être le plus précis possible. Alors, voilà pour la partie plus théorique. On va s'arrêter là parce que nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ça va être de vous présenter 4 axes d'intégration pédagogique qu'on vous a cités. Et donc ici, ces 4 axes d'intégration pédagogique, on va vous les présenter à partir de plusieurs outils. Alors, on va essayer de vous en présenter le maximum. Maintenant, on ne va pas savoir les présenter tous. Je vous invite, si vous avez la possibilité de tester ces outils-là en même temps que moi, à le faire, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux avec l'IA, c'est de tester sans cesse, c'est essayer, tester dans son contexte personnel, parce que c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est lui poser des questions par rapport à moi, mes besoins à moi. Et donc, nous, on a essayé ici de prendre des exemples, évidemment, pour des profs de français, mais on ne connaît pas votre contexte professionnel à 100% non plus. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de tester en même temps que moi pour vraiment voir comment ça fonctionne et surtout voir ce qu'il est capable de produire, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est voir ce qu'une IA est capable de produire par rapport à une autre et c'est de comparer et voir laquelle me correspond mieux à moi, parce que on va vous présenter différents outils qui font des choses similaires, qui font des choses différentes. Et donc, c'est vraiment s'approprier l'outil et voir
ben voilà, moi, c'est celui-là qui me correspond le mieux. Et peut-être que quelqu'un d'autre, ça va être un autre qui lui correspondra mieux. Et donc, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de tester ces outils de façon personnelle avec votre vécu à vous. Donc, on va commencer par notre premier volet qui est planifier. Donc, pour planifier, vous voyez que on va ici vous présenter 4 outils. Donc, il y a Edued, Magic School. Ça, c'est 2 outils qui se ressemblent et qui vont être vraiment basés sur l'éducation. C'est vraiment des outils qui ont été développés pour les enseignants. On a Knowledge aussi qui est plus ou moins dans ce registre-là, mais que je connais moins. Donc, là, ce sera plutôt mon collègue qui va le présenter. Et on a Notebook LM. Alors, vous allez voir, Notebook LM, comme on l'a dit plusieurs fois, on n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup. Vous allez voir qu'il va revenir dans plusieurs volets parce qu'avec Notebook LM, on peut vraiment, vraiment faire beaucoup de choses. Et donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour plusieurs axes parce qu'il est assez polyvalent. Et donc, je vais commencer ici avec EduEd. Donc, moi, j'arrive évidemment directement sur l'interface parce que j'ai été connectée en amont. Mais donc, il faut évidemment à chaque fois se connecter. Vous voyez que je suis connectée via mon compte. Alors, dernier élément important, on vous présente à chaque fois les versions gratuites des outils, mais évidemment, dans le monde dans lequel on évolue ici, de plus en plus, il y a des outils qui proposent des versions payantes pour aller plus loin, presque tous au final. Et donc, sachez que voilà, là, on peut proposer des fonctionnalités gratuites, mais vous pouvez aller plus loin avec avec des versions payantes. Donc ici, dans notre idée, ça va être de planifier. Donc ce qui est plutôt, qui regorge plutôt de la planification quand on est enseignant, bah, ça va être de générer, par exemple, un plan de séquence. Et donc, si on regarde ici toutes les possibilités que Edued nous propose, il nous propose des activités, il nous propose graines de leçons, il nous propose des plans de leçons sur les 5 E. Il propose 9 événements pédagogiques, des planificateurs de leçons selon Montessori. Et puis, il y a également plan d'unité ici, donc concevoir un plan structuré et fondé sur la recherche. Donc, c'est ici le premier outil que je vais vous montrer. Et donc, on pourrait lui demander ici, par exemple, de générer un plan d'unité. Alors, l'avantage qu'on a avec ces outils-là, c'est qu'on ne va pas devoir créer un prompt aussi complet que ce qu'on devrait faire dans ChatGPT, par exemple. Parce qu'ici, Edued, il est formaté, il a des pré-prompts, si on veut, qui ont été remplis. Et donc, si je mets ici plan d'unité, il sait, lui, je n'ai pas besoin de lui demander de me faire un plan d'unité parce qu'il sait que c'est ce que j'attends de lui. Ça va? Mais donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir lui demander sur quoi est-ce que tu voudrais un plan d'unité? Et donc, on pourrait, par exemple, si on prend un exemple en français, on pourrait lui demander de me faire un plan d'unité sur le texte narratif. OK? Donc, je lui demande un plan d'unité sur le texte narratif. Et donc, vous voyez que là, vous pouvez sélectionner le niveau. Et donc, je vais aller au collège de manière... c'est français, donc c'est pour ça que c'est sous les, les standards français, voilà. Et donc, une fois qu'on lui demande de générer, il va travailler, donc on va le laisser travailler. Pendant ce temps-là, je vais peut-être juste revenir. Est-ce qu'il y a des questions, Lionel, ou pas Je ne voulais pas te couper dans la présentation. Il y a quelques questions, mais je propose qu'on y revienne peut-être après qu'on les garde pour la suite, si ça va Ok, pour toi. ça va, oui. Après, oui, ça va, pas de souci. Donc, il faut bien le laisser tant qu'il est là en train de réfléchir, on va dire. Il faut le laisser produire et bien attendre jusqu'il ait fini de générer.
OK, donc là, on voit qu'il a fini. Et donc, en 1 minute, 2 minutes, voilà tout ce qu'il m'a produit. Donc, on voit que c'est déjà assez long. On voit qu'il me propose des objectifs d'apprentissage à long terme. On voit qu'il me propose les connaissances préalables. Donc, qu'est-ce que mes élèves doivent avoir au préalable comme connaissances pour pouvoir réaliser cette séquence. Et puis après, il me propose une décomposition leçon par leçon. Et donc, il me propose une leçon 1, puis une leçon 2, puis une leçon 3, et puis une leçon 4. OK, même une leçon 5, je pensais que ça allait. Donc, il me propose 5 leçons. Puis après, il ne s'arrête même pas là. Il me propose une évaluation sommative ou une tâche finale. Il me propose de la différenciation. Donc, pour des élèves allophones, par exemple, pour aller plus loin, pour des élèves qui vont peut-être plus vite. Il me propose des réflexions et des prochaines étapes. Donc, il me propose où est-ce que tu peux aller après ça. Alors, je vous propose de peut-être vous laisser découvrir ce qu'il propose pour la première leçon, parce que là, personnellement, moi, je n'ai pas le seuil d'expertise pour pouvoir voir si ce qu'il propose là est pertinent ou non. Et donc là, c'est vraiment plus pour vous, pour voir est-ce que ça peut coller à mes objectifs à moi. Et donc ici, par exemple, il propose d'identifier les éléments d'un texte narratif. Il cite également le vocabulaire clé, le matériel et les ressources dont vous allez devoir avoir besoin. Et puis après, il propose la séquence pédagogique. Et donc, en 1, il nous propose une activation des connaissances antérieures. En 2, l'introduction des nouveaux éléments. En 3, la pratique et application sur le jour. Et puis, il propose une conclusion de leçon. Et donc là, avec ce plan d'unité, on est vraiment sur une vision globale d'un plan de cours que l'on pourrait appliquer dans le cadre d'une leçon, par exemple, sur le texte narratif. OK? Alors ensuite, dans les autres propositions, on pourrait également avoir envie de faire, de voir cette matière-là sous une autre forme, de changer son approche. Et donc, on pourrait demander un plan de séance selon les 5 E. Donc, qui comprennent des expériences. Je vais essayer de... Alors, hop. Ah non, c'est pas ça. Hop. Et donc ici, vous voyez qu'après ça, vous pouvez aller modifier dans le texte. Malheureusement, le désavantage, c'est que comme il génère en anglais et puis qu'il traduit, si vous voulez aller modifier, il faut aller modifier dans le texte en anglais. Ça va? Et donc, vous pouvez exporter ce qu'il vient de faire, soit dans un document Word, soit simplement le copiant. Et donc là, vous pouvez aller le recopier sur un document à vous. OK? Et par contre, cette version-là ne propose pas comme ChatGPT, je n'ai pas la possibilité, comme c'est la version gratuite, de lui répondre en lui disant oui, mais je préférerais que tu fasses ça. Ça ici, c'est pas possible parce qu'on est dans la version gratuite. Donc, il nous propose quelque chose. Et donc, si on se rend compte que ce qu'il me propose, ça rencontre pas totalement mes objectifs, soit je vous invite à essayer de trouver une autre fonctionnalité qui permet de répondre à vos objectifs, ou alors, dans le prompt ici, essayez d'être plus précis par rapport à ce qui vient de vous produire là. Donc, je vais le couper ici. Et donc, on a vraiment quelque chose de global, mais on peut aussi se dire, j'ai envie de quelque chose de plus précis et qui change de ce que je fais d'habitude en proposant, par exemple, ici, le plan de leçon des 5 E, donc qui repose sur les expériences engageantes, exploratoires. Et donc, pareil, je peux lui demander la même chose, de me générer un plan de leçon se basant sur cette expérience des 5 E. Et donc, pareil, il va me générer ce que je lui demande. Et donc, la même chose, moi, je montre pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de tester. Mais si vous avez là actuellement la possibilité de tester, je vous invite vraiment à prendre votre ordinateur ou votre smartphone
et tester et lui faire des requêtes et voir en fonction de vous, votre demande, est-ce que ça vous semble pertinent ou non, et également aller choisir des fonctionnalités qui vous intéressent. Et donc, je vous invite vraiment à essayer de tester ça. On voit que c'est un peu long. Là, à mon avis, là, c'est peut-être mon Wi-Fi qui rame un peu. Je vais essayer, ouais, bon. Je vais réessayer, mais à mon avis, mon Wi-Fi, peut-être que le webinaire plus faire fonctionner ça, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ah, voilà. Non, ah si, voilà. C'est là qui risque d'avoir du bruit si jamais, Lionel. Donc tu me le dis si ça fait trop de bruit et j'éteins mon micro. Pas de souci. Donc, on voit ici, voilà, il a fini. Et donc, il a généré un plan de cours se basant sur les 5 E. Donc, le point 1, s'engageant. Et donc, il propose des questions de discussion. Donc, que savez-vous des textes narratifs? Pouvez-vous me citer une histoire qui vous a particulièrement marqué? Pourquoi? Il vous propose votre rôle, ça va? Donc, quel est votre rôle? Faciliter la discussion, encourager les élèves. Si vous avez envie de plutôt être dans l'exploration, il propose de diviser les élèves en petits groupes et d'attribuer à chaque groupe un texte narratif différent. Et puis de leur demander d'identifier les différents éléments du texte narratif. Si vous avez envie d'être dans l'explication, il vous propose, après le travail de groupe, de réunir la classe et que chaque groupe propose ses résultats. Et donc, on voit qu'on a vraiment la possibilité, avec cet outil-là, soit de lui demander une vision globale, ou alors d'être plus contextualisé dans certaines activités. Et donc vraiment l'idée ici, c'est pas forcément de reprendre tout ce que l'IA fait, mais plutôt se dire j'ai envie de changer, mais je suis coincé, j'ai pas d'idée, le syndrome de la page blanche, eh ben, je vais aller voir dans l'IA et peut-être que ah, purée, cette idée-là, j'y avais pas pensé, eh ben, ça vous débloque vraiment des fois ce blocage de ne plus avoir d'idée en fait. Et donc c'est vraiment cette idée-là. L'idée, c'est de reprendre des éléments construits par l'IA et de construire peut-être avec différentes IA pour arriver à un fini qui vous ressemble en fait, parce qu'il faut quand même rester dans un enseignement qui nous ressemble. Et donc vous avez également, je ne vais pas faire l'expérience, mais vous avez également des activités d'engagement. Il n'y a pas trop de bruit? Parce que chez moi, ça crie. Donc, ça va. Si, tout va bien. Ça va, ok, parfait. Donc, vous avez également des activités d'engagement. Donc là, ça va être vraiment plus contextualisé. Ça va être une activité. Et donc, c'est vraiment un outil qui a un ensemble de fonctionnalités. Et donc, je vous invite vraiment à les passer en revue parce que ici, j'avais sélectionné la planification, mais vous voyez également qu'il y a tout un volet présentation. Et puis, il y a également tout un volet activité de groupe, questions, évaluation, des retours. Et puis, il y a également de l'aide pour l'administratif. Donc, il y a vraiment toute une série de fonctionnalités qui sont proposées par EduAid. Alors, je continue, Lionel, où on fait les questions? Oh, ben, s'il y a des questions, on peut y répondre déjà maintenant, sans problème. Peut-être, Si quelqu'un souhaite prendre la parole. mais je pense qu'ils ne savent pas activer leur Ah micro. oui, en effet. Attendez. Je vais juste arrêter le partage 2 minutes, comme ça je reviens. Je vois qu'il y a une main levée, donc je vais permettre à la personne de parler. Voilà. Tu sais activer le micro? Oui, Ah, ok. normalement, oui. Hmm. Ça n'a pas l'air de fonctionner.
Non, ça n'a pas l'air de Je pense que fonctionner à ce les niveau-là. Désolé. Ils peuvent écrire, hein, ils peuvent écrire Ah. Voilà, peut-être directement dans le chat ou dans le question-réponse. Oui, dans les questions-réponses, il y a beaucoup de... Oui, vous pouvez, en fait, il faut reprendre la question posée et puis vous pouvez répondre directement, soit en public ou bien en direct, si Ok. c'est la question pertinente. Ok, pas de souci. Je sais pas si tu y as accès aussi aux questions-réponses, Léa, normalement, oui. Initiative. J'essaye de voir. Est-ce que c'est une version gratuite d'EduEd? Quelqu'un qui essaye de rentrer. Oui, ce que j'ai proposé là, c'est la version gratuite. Et donc, moi, à chaque fois, ce que je vais vous montrer, c'est les versions gratuites. Donc, oui, EduEd, c'est gratuit, mais il propose des fonctionnalités également payantes. Mais ce que je viens de vous montrer, c'est comment pourrais-je savoir les ressources générées par IA ne sont pas correctes et aussi la technique de camouflage. Ah ben, savoir si ce qui est généré par IA n'est pas correct, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer d'utiliser l'IA quand on a l'expertise de pouvoir savoir si ce qu'elle génère, c'est juste ou si c'est faux. Et donc, l'idée, c'est, bah, si on ne sait pas, essayer de se renseigner et d'aller voir d'autres sources pour voir si ce qu'elle génère est bon ou pas. Et donc, et aussi les techniques de camouflage. Ça, je comprends pas. Je sais pas si Lionel, tu as une idée de qu'est-ce qui est entendu par Oui, technique. oui, en fait, là, ouais. Là, en fait, la technique de camouflage, si je comprends bien, j'ai déjà entendu cette technique-là aussi. C'était l'idée de rendre plus humain ou plus humaine une proposition formulée par l'IA. Maintenant, le problème, c'est que ça reste généré par IA. Et là, je reviens sur ce que Léa disait. Imaginons qu'on me demande à donner un cours de français et que moi, je ne suis pas prof de français, donc je vais utiliser l'IA pour m'apporter des infos sur c'est quoi être prof de français dans cette matière-là. Donc oui, elle va m'apporter des infos, mais moi, je ne peux pas être critique vis-à-vis des informations qu'elle va me donner parce que j'ai pas les compétences en termes de prof de français, prof matière. Donc ça peut m'aider à lutter contre la page blanche, mais c'est pas pour autant que je dois faire confiance à ce que me dit l'IA. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Imaginons que vous demandez à vos étudiants de faire une recherche sur, je ne sais pas moi, une notion en français ou dans toute autre discipline et qu'ils vous apportent des réponses qui ne sont pas des bonnes réponses, mais qui ont été générées par IA. Comme je vous montrais tout à l'heure avec la cage de contention pour le bétail, c'est-à-dire qu'il faut d'abord mobiliser et travailler les compétences qui sont visées avant de pouvoir utiliser l'IA pour vérifier que ces compétences sont bien acquises. Parce que sinon, la compétence critiquée, si on ne sait pas dire en quoi tel texte est correct par rapport à un autre, si on n'a pas fait avant sans l'IA, alors on ne saura jamais la mobiliser davantage, cette compétence, et on va faire confiance aveugle à ce que nous raconte l'IA. Et ça, c'est pas le but. Il faut vraiment garder son esprit critique par rapport à ce que l'IA génère. Alors, technique de camouflage, oui, on peut le voir aussi dans certains travaux que nous rendent certains étudiants ici, même à l'université. On voit que c'est fait par IA, mais certains termes vont être remplacés pour faire penser qu'il s'agit d'un humain qui est à la manœuvre au niveau rédactionnel. Mais ça reste, voilà. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une personnalisation plutôt que d'avoir une standardisation. L'air de rien, quand on voit passer 10 écrits, eh bien, on sait aujourd'hui déterminer avec notre regard humain. Il n'y a pas besoin de détecteur d'IA pour ça. On le sent, j'ai envie de dire, en tant que professionnel, à force de voir des copies passer, ben, on a vu ces dernières années qu'il y avait une amélioration de l'écrit, une amélioration de l'orthographe, de la conjugaison, etc. Mais au détriment de tout l'aspect appropriatif des contenus en tant que tels par les étudiants et même par certains enseignants. Donc c'est ça, ça reste un outil. Et je reviens sur l'analogie du marteau. Il ne faut pas que ça détruise les apprentissages qu'on souhaite réaliser avec les étudiants. Il faut que ça puisse les accompagner et pas les remplacer, que ça devienne des assistants et non, encore une fois, des remplaçants à 100%. Voilà, c'est ça. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Je regarde à la fois dans le chat. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA en dictée, question, dans une classe de seconde? Eh bien, imaginons que, je ne sais pas si je vais répondre à votre question en disant ça, mais
Imaginons que vous utilisez ChatGPT ou un autre outil d'IA pour générer une dictée qui prendrait en considération le passé simple, le passé composé ou quoi ou qu'est-ce. Vous pourriez éventuellement utiliser l'IA pour générer cette dictée. Vous avez le regard professionnel derrière pour savoir si oui ou non la dictée est adéquate. Mais au moins, ça vous évite de devoir la concevoir de bout en bout. Si vous savez déjà le faire, autant demander à votre assistant préféré de le faire à votre place et vous repasser derrière pour être sûr que ce qu'il vous propose est bon. Donc voilà, ça c'est une piste aussi. Alors Léa, je ne sais pas si tu veux répondre. Non, euh, non, j'allais répondre pareil. Je vois qu'il y a une question par rapport à proposer des exercices en adéquation avec le programme que j'enseigne. Ça, on va justement en reparler. On va présenter un outil qui utilise seulement des ressources qu'on lui fournit. Et donc, très facilement, en fournissant votre programme, vous allez pouvoir lui demander de générer des questions qui sont basées sur votre programme. Donc, oui, c'est possible de façon assez simple en fait. Et alors, je veux savoir la nuance. Et il y a une question qui Oui. porte sur en fait, la gestion du changement. On dit que les enseignants africains sont très sceptiques sur l'IA. Mhm. Et quel est votre avis sur la question? Peut-être donner des éléments de réponse parce que là, il s'agit de la résistance au changement, je crois bien. Allez-y. Oui, j'étais justement en train de la lire. Bah, je pense que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est pas non plus présenter l'IA comme le bon à tout prix, mais présenter plutôt les opportunités qu'elle offre en restant critique et en présentant également, oui, on sait qu'il y a des risques et donc essayer d'avoir une utilisation pertinente, ne pas l'utiliser pour tout et pour rien, sans raison, en fait, de manière excessive. Et je pense que ce qu'il faut essayer de trouver, c'est un juste équilibre entre ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et toujours garder à l'esprit cette question d'éthique. Et donc, pour moi, c'est plutôt mon avis. Maintenant, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont rester contre, et c'est de manière générale, il y a certaines personnes qui vont rester contre les outils numériques de manière plus générale. Et donc, ça reste quand même sur l'avis de chacun. Mais je pense que si on se présente comme étant pour l'IA, mais en ayant conscience des dérives qu'elle peut en avoir, ça passe déjà mieux que quand on dit que l'IA ne fait que du bien. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que Lionel a. Tout à fait d'accord. Maintenant, comme je le répète hein, depuis le début, l'IA, c'est un programme. Et derrière le programme, il y a des personnes qui l'ont élaboré, ce programme. Donc, c'est déjà biaisé à la base. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est aux États-Unis que ça a été créé. Ça a été créé dans la Silicon Valley par une majorité d'hommes d'un certain âge, avec leurs propres intentions, qui ont fourni des données d'entraînement qui elles-mêmes sont biaisées, car c'est leur choix à eux, finalement, par rapport à tout ce qui a pu entraîner l'intelligence artificielle. Donc, il faut en avoir conscience pour se dire que si on l'utilise, les réponses qu'elle va nous apporter seront forcément en lien avec les données d'entraînement qui ont servi à le nourrir. Et ça rejoint les différentes questions que j'ai pu identifier dans le chat ici, hein. Si on décide d'utiliser l'IA dans un cours de théologie pratique, eh bien, ça dépend de la conception que les personnes auront eue à la base de l'élaboration de systèmes d'intelligence artificielle qui vont conditionner la réponse que ça va vous apporter. Maintenant, comme Léa le disait, on va en parler 2 minutes aussi, hein, il existe des systèmes comme NotebookLM, qui sont des outils qui permettent de travailler uniquement sur les sources qu'on lui fournit. Donc, dans le cadre d'un cours de théologie, vous avez certainement différentes ressources. Et bien, cet outil vous permettrait d'échanger avec un robot conversationnel, hein, parce que notre NotebookLM reste un robot conversationnel génératif qui va vous proposer de faire d'autres choses que le simple trace écrite, on y reviendra, mais qui va se concentrer uniquement sur les ressources que vous lui fournissez. Donc, il ne va pas s'égarer à aller chercher des informations à droite à gauche sur le net ou dans ses données d'entraînement. Donc là, ça calibre un petit peu le résultat des recherches. Donc, imaginons que vous donnez, vous avez un cours que vous donnez
vous avez une présentation, des ressources texte, etc., etc., et vous souhaiteriez que vos élèves ou étudiants étudient cette matière et utilisent un système pour faire de la révision. Eh bien, vous pourriez éventuellement penser à Notebook LM, par exemple, pour vous dire, eh ben, je vais donner toutes les informations que moi j'ai sélectionnées et l'étudiant pourra poser des questions sur ces différents documents et les réponses qui seront apportées par le système seront uniquement les réponses sur base des documents que vous lui avez fournis. Voilà, ça peut être une piste aussi, qui permettrait d'éviter tous les biais qui accompagnent les outils d'IA. Voilà. Vas-y. Désolée, je te coupe, mais je vois que le temps avance et on va peut-être stopper ce moment question. C'était plus pour faire un petit break dans la présentation d'outils et passer en revue. Je vais présenter l'interface de Magic School, mais il est vraiment très similaire à Edued, donc je ne vais pas refaire tous ces tests que je viens de faire juste avant. Donc c'est pour vous montrer qu'il existe et je vous invite, si vous intéresse, à aller le tester par vous-même. Comme ça, on va un peu rattraper le temps perdu, enfin le temps qu'on a égaré. Et donc, je vais repartager mon écran et comme ça, après, je te laisse repartir sur Notebook LM. On- on- Alors, donc Magic School, le voici. Et vous voyez il ressemble vraiment à Edued et c'est exactement pareil. Il a vraiment toute une série de fonctionnalités qui sont déjà préprogrammées. Et donc, pareil ici, si vous allez dans plan de leçon, eh ben, vous allez pouvoir cibler la matière. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez ajouter un fichier. Et donc, vous pouvez ajouter votre cours et lui demander de générer un QCM par rapport à votre cours. C'est pour ça que moi, j'utilise plus souvent Magic School, mais très souvent, je mets mon cours et je lui demande de générer des QCM. Et au moins, je sais que bah, il va me générer des QCM par rapport à mon cours. Et voilà, ça c'est une possibilité. Pour planifier, par exemple, vous pourriez mettre le programme de votre réseau ou le programme que vous devez suivre de manière générale. Et donc, il va se baser sur ce programme que vous lui donnez. Et donc, pareil, par contre, avec la version gratuite, vous allez voir qu'il va vous générer sa réponse, mais vous ne pourrez pas interférer avec sa réponse. Vous devrez repasser par une autre requête si vous voulez interférer. C'est pas possible comme avec ChatGPT, par exemple. Et donc, ici, Magic School propose toute une série de fonctionnalités également. Et donc, je vous invite, pareil, à aller les tester. Knowledge, je ne sais pas si on prend le temps d'en parler. Euh, Peut-être en deux mots, mais je vais juste vous dire à quoi ça peut correspondre. En fait, Knowledge, c'est un site qui permet de réaliser des séquences de cours basées sur du média que vous lui apportez. Donc, imaginons que vous avez un syllabus de X pages, vous souhaiteriez en réaliser un quiz, ben, vous pouvez le faire avec Knowledge. Donc, vous lui donnez le syllabus et Knowledge va se charger de réaliser des flashcards, des quiz, ce genre de choses. Mais il va un peu plus loin que Magic School et Duet par rapport à la création de contenu interactif, c'est que vous avez la possibilité de faire des vidéos ici interactives. Une vidéo interactive, imaginons que vous avez un lien YouTube ou une vidéo qui vous appartient et que vous souhaiteriez en réaliser une vidéo interactive, donc qui s'arrête au bout de X secondes et qui propose une question à l'élève à laquelle il doit répondre avant de faire poursuivre la vidéo, eh bien là, Knowledge vous le fait de manière automatique. Vous pouvez aussi changer les différentes questions, en ajouter, en supprimer, etc. Et l'intérêt de Knowledge, c'est que ça fonctionne le format est exportable pour être hébergé sur des plateformes comme Smart School ici en Belgique ou enfin, voilà, des plateformes d'apprentissage en ligne directement. Donc, c'est assez intéressant. Néanmoins, au même titre que d'autres outils d'IA, ben, vous avez droit à l'élaboration d'une seule séquence. Et donc, si vous souhaitez en obtenir d'autres, ben, il faut payer, encore une fois, malheureusement, par rapport à Knowledge. Voilà. Et donc ensuite, on arrive à Notebook LM. Et donc comme Notebook LM, on va le représenter encore après. Ici, je vais simplement vous montrer ce que nous, on a fait. Est-ce que ça ne va pas? Ah, voilà. Ce que nous, on a fait avec Notebook LM. Donc, ce qu'on a fait, c'est que
on a utilisé le programme, donc ici le programme du CEGEC de sciences, puis on a utilisé un document de référence, donc un manuel à proprement parler. Et ensuite, on a utilisé un autre document, donc un cours également qui avait déjà été généré. On a pris ces 3 ressources qu'on a placées dans notre book LM. Donc, juste après, Lionel va vous faire une démo, elle va vous montrer l'interface de notre book LM. Et on lui a fourni un prompt. Donc, on lui a demandé, on lui a dit, voilà, je suis enseignante en sciences en 3e année dans l'enseignement général de transition en Belgique. J'aimerais élaborer un cours sur la poussée d'Archimède. Mes élèves sont en 3e secondaire et ont donc environ 14 ans. Ils suivent le cours de sciences de base à raison de 3 heures par semaine. Je voudrais rendre le cours plus ludique que possible en incluant du numérique. Peux-tu me faire un plan de cours, s'il te plaît? Et donc là, vous voyez qu'on a repris tous les éléments du prompt de tout à l'heure. Et donc, à partir de ces éléments-là, il nous a créé un plan de cours en se basant sur le programme qu'on lui a proposé. Et donc là, c'est une autre façon de faire un plan de cours et donc de plus le cadrer et vraiment de rester dans des sources que l'on dispose. Et donc, notre book LM ne va pas sortir de ce que vous lui donnez. Donc, si vous lui donnez ces 3 documents-là, il va rester dans ces 3 documents-là. Et donc, maintenant, je vais céder la main à Lionel et arrêter mon partage. Essayez de... Parce que ça fonctionnait lors des tests tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant au niveau du son. Alors, arrière-plan, non. Je veux ceci. Je partage. Et là, je vais juste voir avec ceci. Au niveau de l'audio, on va voir si ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, on va faire autrement, vous tracassez pas, hein. Ce que je voulais vous présenter, moi, c'est tout l'aspect lié à la création de contenu. En fait, il existe tout un tas d'autres outils d'IA. On va pas tous vous les présenter, on en a épinglé quelques-uns, à savoir Adobe Firefly. Adobe, que vous connaissez peut-être, hein, c'est toute la suite Adobe, telle que Adobe Photoshop, Adobe Premiere pour faire ici du montage vidéo. Et bien ici, Adobe propose une solution qui est Adobe Firefly, qui permet de faire de générer des images, de générer de la vidéo à l'aide d'outils d'intelligence artificielle qui sont hébergés directement sur son service. Alors, il existe d'autres services tels que Suno. Suno, qui est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer de la musique, donc du son, sur base, encore une fois, d'un prompt ou alors de paroles existantes qu'il va mettre directement en musique. Ici, on est plutôt sur la musique. InVideo, ben là, c'est en lien avec ce que je vous présentais en premier lieu, à savoir générer de courtes capsules vidéo pédagogiques qui traitent de tel ou tel sujet, toujours sur base du prompt. Donc ici, on est vraiment sur du contenu très différent. Moi, ce que je voulais vous montrer avec ces différents outils, c'est qu'il faut garder en tête le principe du rebond. C'est-à-dire que vous allez utiliser un outil d'IA pour générer tel élément, que vous allez remobiliser dans un autre outil d'IA pour le combiner avec d'autres éléments, pour ensuite en générer un 3e élément. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, hein. Si je vais sur ChatGPT et que je veux réaliser une chanson, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de générer un texte qui évoque la conjugaison du verbe être au participe présent. D'accord? Je vais copier-coller la réponse de ChatGPT dans Suno. Donc, j'ai toutes les paroles de mon texte et Suno va ici me générer une chanson. Mais je pourrais aussi illustrer la base le propos de ma chanson. Donc, je reprendrai ce prompt ici en disant non, il ne s'agit pas d'un son que je voudrais produire, mais d'une image qui représenterait ce dont je suis en train de parler. Donc, je vais passer de ChatGPT à Adobe Firefly pour générer une image, par exemple. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, on peut générer une image directement sur ChatGPT. Alors oui, c'est vrai. On peut aussi générer une image sur Gemini, sur Copilot, sur différents moteurs. Maintenant, chaque moteur a sa spécificité, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous utilisez tel moteur, votre prompt, votre requête aura peut-être besoin d'être moins fouillé pour pouvoir obtenir un résultat qui soit suffisamment satisfaisant. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il existe tout un tas d'outils qui, vécus de manière combinée,
vous permettront de générer du contenu qui soit plus ou moins probant par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Un dernier exemple ici, c'est Eleven Labs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon, ces différents outils, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut obtenir par rapport à différentes requêtes. Mais sachez juste aussi que Eleven Labs, c'est un outil d'IA qui permet de générer à partir d'un texte, une voix synthétique. Ça peut être soit votre propre voix, un clone de votre voix, soit des voix synthétiques qui imitent vraiment la parole humaine. Donc c'est assez bluffant. Vous pourrez l'utiliser aussi de toute façon. Je vais juste vous montrer les interfaces de ces différents outils parce que c'est presque à chaque fois la même chose, si vous voulez. Si vous êtes sur Adobe Firefly, vous voyez que vous arrivez sur un espace qui vous permet d'une part de rentrer votre prompt ici. Choisissez un modèle, prenez le modèle de base. Si vous y connaissez un petit peu plus, vous pourrez choisir les autres types de modèles. Vous voyez qu'il y en a plein. Imagen, c'est Google. GPT Image, c'est ChatGPT qui était en lien avec Midjourney à l'époque. Et puis DALL-E, on est sur Firefly ici. Donc, vous tapez votre requête. Ici, ça pourrait être une requête, comme on a fait les tests, illustrer une scène de Cyrano de Bergerac, par exemple. Vous pouvez choisir le format, vous pouvez choisir vraiment différentes choses. Et en fait, vous arrivez à ce genre de résultat. Ici, donc, ce qu'on avait donné comme information, attendez, je vais voir ma petite anti-sèche ici. Le prompt était assez court. Génère une illustration réaliste d'une scène de Cyrano de Bergerac pour illustrer un document pédagogique. C'est tout ce qu'on a mis et voici ce que le système nous propose. Alors, bien sûr, il faut toujours être critique. On voit qu'il y a des petits défauts, encore une fois. Vous voyez, la main, elle passe au travers du papier. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être encore améliorées. Néanmoins, vous voyez qu'avec un simple prompt, en quelques années, eh bien, il y a eu pas mal d'améliorations par rapport à ce qui pouvait être généré. Donc voilà, ça c'était pour Adobe Firefly. Ce que je peux vous montrer, c'est Suno. Ici, vous voyez l'interface générale de Suno, où vous pouvez directement, dans cet encart ici, ajouter les lyrics, donc les paroles de la chanson. Vous pouvez choisir votre style, d'accord, de musique classique, ça peut être jovial, ça peut être rock'n'roll, du disco, que sais-je. Et ensuite, vous pouvez générer les différentes chansons. Et alors, voici ce que ça peut donner, mais j'espère que vous entendrez avec le son. Si vous n'entendez pas, dites-le moi. Vous n'entendez pas? Non, non, Mhm. Malheureusement, non. Zut! Eh ben, je réessaye le partage parce que c'est dommage. Je vais peut-être faire autrement. Si vous attendez 2 petites secondes. C'est dommage parce que c'est le moment le plus rigolo aussi. Donc, attendez. Hop, identique au système. Là. Non, ça ne marchera pas. Bah, écoutez, c'est pas grave, parce qu'en plus, je vois le temps qui file. Parce que de toute façon. Est-ce que Pardon? vous pourriez peut-être enlever le casque? Ben oui, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Attendez. Exactement. Et repartager l'écran en cliquant sur le bouton partage du système audio. On va tester ça. Hop, voilà, j'arrête le partage. Je partage ici. Non, toujours pas, malheureusement. Débrancher le casque. Tout est fait. Tout est fait à ce niveau-là, malheureusement. Tu partages plus ton écran, hein, Ah. je pense. Non, Ah oui, ici. voilà, maintenant oui. Voilà. Écoutez, Et- c'est pas grave. Ce que je vais faire, de toute façon, j'enverrai les différents liens pour réécouter parce que je vois qu'il reste à peine 13 minutes et je voudrais vraiment vous montrer quelque chose. Là, normalement, Entendre. Ah, si ça fonctionne. Léa, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, c'est parfait. Alors, je continue juste la présentation ici. J'en étais à Suno, mais comme je l'ai dit, je vous transmettrai les différents enregistrements parce que ça a l'air de ne pas passer. Pourtant, lors des tests, ça fonctionnait. Il en va de même pour des vidéos. Alors, je peux juste vous montrer, hop, ce à quoi ça peut ressembler. Ici, c'était une vidéo justement sur la conjugaison du verbe être. Voici le genre de résultat qu'on pourrait obtenir. Ici, les limites du système, c'est que les images ne sont pas forcément des images générées, mais qui sont issues d'un catalogue alors d'images libres de droit qui vont être sélectionnées pour correspondre au sujet qui a été traité dans la requête.
Voici un exemple d'une vidéo assez dynamique, mais encore une fois, qui doit être soumise à la critique de la personne qui va l'utiliser dans sa classe, forcément. Mais ça peut être une vidéo de ce type-ci aussi. Hop. Où là, il y a carrément d'autres informations qui sont présentées. Ça ressemble un petit peu à la première vidéo que je vous ai montrée, vous savez, avec le robot conversationnel. Et bien ça, c'est réalisé à l'aide de l'HumanSac, sur base d'un simple prompt. Encore une fois, simple prompt qui se traduit, hop, comme ceci. Ici, on est sur une vidéo. Vous voyez qu'il y a un encart au sein duquel je peux intégrer mon prompt et pour générer ensuite ma vidéo. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là, c'est juste une petite info. Vous allez peut-être penser que créer un prompt est difficile. En effet, si c'est très difficile et c'est très long, mais il existe des techniques qui vous permettraient peut-être d'aller plus vite. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça, sauf vous dire que le reverse prompting existe. Et donc, c'est l'idée d'utiliser les intelligences artificielles pour qu'elles vous posent des questions pour affiner votre propre prompt. Et vous pouvez donc, du coup, demander à l'IA de vous générer un prompt. Et sur base de ce prompt, vous pourrez ensuite l'améliorer. Ça, c'est une technique aussi qui existe. Alors, ce que je voulais vous montrer pour ne pas trop m'égarer de la présentation, hop, c'est la question de la synthèse. La question de la synthèse, en fait, j'ai envie de dire que je vous ai un petit peu eu. C'est-à-dire que je vous ai posé la question au début de ce webinaire, quels mots vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à l'IA? C'est assez complexe de faire une synthèse de l'ensemble de ces termes en direct. Alors, il faut savoir que WooClap utilise aussi une version pro, propose une version pro qui intègre un module d'intelligence artificielle. On n'a pas cette version pro parce que ça coûte cher et parce qu'on n'a pas envie de souscrire un abonnement pour nous permettre d'avoir cette option-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je vais vous faire une démonstration, la démonstration de ce que j'ai fait pendant que Léa était en train de parler. Je vous promets, je l'écoutais aussi, hein, mais j'étais en train de faire cette action-là pendant que Léa était en train de réaliser cette présentation. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu dans le menu de WooClap avec mes différentes questions. Je suis allé sur une option, je vais zoomer un petit peu comme ça, ce sera un petit peu mieux. Voilà. Je suis allé dans les différentes options et j'ai exporté les différents résultats de la réponse. Ces différents résultats, ils sont présentés sous la forme d'un Excel. D'accord? Vous voyez ici, hein, quels mots vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à l'IA. J'ai sélectionné l'ensemble des termes que vous avez encodés. Et là, je rejoins un des termes qui apparaissait aussi, hein, c'est la rapidité. C'est-à-dire que j'ai sélectionné l'ensemble, j'ai copié l'ensemble et je suis alors allé sur l'interface de NotebookLM. Et nous y voici sur NotebookLM. Je vais vous montrer. Je vais faire ceci parce que je vois la barre de partage d'écran. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et ce que j'ai fait alors, c'est que j'ai copié-collé ici l'ensemble des éléments que vous aviez écrits sur WooClap. Tous ces éléments, ça en a fait une ressource sur NotebookLM. Et sur base de cette ressource, et pas autre chose que cette ressource, j'ai demandé à NotebookLM de regrouper les termes en grandes catégories. Là, en lui disant que la question posée était quels mots vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à l'IA. NotebookLM propose une classification des termes en différentes catégories. Première catégorie, efficacité, rapidité, productivité. On voit rapidité, et lorsqu'on clique sur le petit chiffre à côté du terme, hop, c'est là où ça se trouve dans la source que je lui ai fournie. D'accord? Mais moi, ça ne me convenait pas encore, ça. Ce n'était pas encore suffisamment synthétique au niveau de la présentation potentielle des résultats. Donc, je lui ai posé la question suivante. Vous voyez que ça fonctionne comme un chatbot, hein? Mais le truc, c'est que c'est uniquement basé sur la source qu'on lui donne. Il ne va pas aller plus loin que les sources qu'on lui donne. Et je lui ai demandé alors, sous forme d'un tableau et de manière synthétique, tout simplement. Et là, vous voyez que par rapport à ce grand nuage de mots qu'on voyait au départ, je suis passé de ça, Ops, à ça. Hop, j'y suis, voilà.
Donc, je suis passé du tableau de gauche au tableau de droite. Donc, c'est quand même plus facile pour prononcer une synthèse d'utiliser un système tel que NotebookLM pour recatégoriser alors différents éléments qui pourraient paraître très fouillis au départ, sur lesquels ce serait difficile d'exploiter le contenu. Ici, en classe, vous voyez que même pas en 10 minutes de temps, ça a été réalisé. Donc, pour vous, pour le groupe ici des quelques 131 personnes qui participent à ce webinaire, eh bien pour vous, par rapport à ce qui vous vient spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à l'IA, eh bien c'est en termes d'efficacité, le terme d'assistance, l'innovation, technologie, processus, pour la création, la cognition, les perceptions, échelles et limites, eh bien on reprend alors les différents termes et on en fait une synthèse. Alors Notebook LM va un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que en plus de cela, pendant que Léa était toujours en train de présenter, ben, j'ai demandé à Notebook LM de générer une vidéo sur base des mots-clés que vous avez identifiés. Donc là, il existe un outil qui s'appelle Résumé vidéo. J'ai simplement cliqué sur Résumé vidéo sur base de la source que je lui ai fournie et voici ce qu'il a pu réaliser pendant ce court temps. Alors encore une fois, vous n'entendrez pas le son, mais vous verrez que c'est des vidéos qui sont animées à l'aide de différents outils qui permettent de générer des images, etc., etc., etc. Donc, je vais juste couper le son parce que sinon, j'ai le retour dans mes oreilles également. Il y Et avait voilà. justement, je te coupe, il y avait justement une question par rapport à comment créer des capsules pédagogiques. Là, c'est l'exemple, Notebook LM le fait très bien. Donc, moi, je l'ai fait récemment, je lui ai fourni mes cours, mais 6 à 7 chapitres. Et puis, je lui ai demandé sur cette fonctionnalité-là. Donc, si tu sais juste refermer pour montrer sur quoi tu as cliqué pour générer la vidéo. Et donc, simplement sur résumé vidéo, le petit onglet vert, voilà, eh ben, il génère une vidéo qui est super pertinente et qui vulgarise très bien tout ce que j'ai mis moi dans mes cours. Et donc, je l'ai montré tout à l'heure à mes élèves. Ils étaient fascinés, ils ont bilan demain. Et donc, il y en a plein qui m'ont dit, ah, ça m'aide vraiment à structurer, à savoir ce que je dois étudier. Donc, Notebook LM fait vraiment très bien ces petits résumés vidéo là, donc vraiment à conseiller. Voilà, pardon. Pas de problème, pas de problème. Et en plus, je vois que le temps avance, mais bon, on n'aura pas forcément le temps de tout traiter aujourd'hui. Sachez juste aussi que, imaginons que vous n'avez pas 2 heures pour vous consacrer au revisionnage de ce webinaire ici. Eh bien, Notebook LM vous permet, au même titre que d'autres outils, mais celui-là en particulier, de pouvoir générer aussi un podcast sur base d'un audio. D'accord? Donc, si vous avez l'enregistrement audio du webinaire ici, mais que vous n'avez pas 2 heures devant vous pour réécouter l'ensemble des interactions, etc., vous pourriez très bien imaginer de glisser le webinaire ici, donc ajouter des sources, importer des sources, et là, vous voyez que vous pouvez ajouter des sites, des liens vers YouTube, etc., etc., ou copier-coller du texte. Et sur cette base, vous aurez alors une retranscription automatique de tout ce qui s'est dit au sein du webinaire. Et sur cette base-là, alors, vous pouvez cliquer sur Résumer audio en choisissant la langue, en choisissant le format, s'il doit être court, s'il doit être long, si ça doit être une analyse approfondie, un briefing, une critique, un débat, que sais-je, ça peut être vraiment tout ce que vous souhaitez. Et vous pouvez lui donner des consignes complémentaires. Donc, imaginons que moi, je n'ai pas le temps de réécouter pendant 2 heures le webinaire. Je voudrais un enregistrement de 15 minutes qui me permettrait de comprendre les différents points clés de ce qui a été dit. Eh bien, le système vous permet de le faire. Alors, on parle de système là, pourquoi? Parce que pour le moment, il est gratuit, donc ça vaut la peine. Mais encore une fois, on n'est pas marié avec Google, on n'est pas parce que Notebook LM, c'est en lien avec Google. Au même titre que Copilot, c'est Microsoft. Donc voilà, il faut savoir tous ces éléments-là. Disons que ici, Google s'engage à ne pas utiliser, en tout cas, c'est écrit noir sur blanc dans les conditions d'utilisation au niveau de la protection des données, etc. Notebook LM s'engage à ne pas utiliser les sources que vous lui donnez à des fins d'entraînement. D'accord? Donc, ce que vous allez indiquer comme ressource ici n'est potentiellement pas utilisé à des fins d'entraînement pour l'intelligence artificielle. Donc, ça reste plutôt chouette au niveau de la protection des données. Néanmoins, moi, je vous invite quand même à ne pas utiliser dans l'abus, finalement, cette idée, parce que
il peut y avoir des dérives. Et ça, c'est les menaces et les limites, encore une fois. Imaginons, vous êtes enseignant, n'imaginez pas que vous pouvez intégrer des copies d'étudiants avec le nom, prénom de l'étudiant sur Notebook LM. Enfin, je veux dire, là, vous ne respectez pas la protection des données. Et là, ça devient dangereux au niveau de la vie privée. Encore une fois, on s'expose à des risques potentiels. Donc voilà. Pour parler de Notebook LM en termes de synthèse. Alors, je vois que le temps file, mais à mon avis, on n'aura pas le temps de le faire. Ce que je comptais en fait vous proposer, c'était de repartir après la présentation de Léa quant à l'évaluation sur le WooClap pour lister les différentes questions. Mais ce que je peux faire par contre, c'est quand même, après que Léa vous ait explicité la partie évaluation, On n'a pas le si on a le temps. temps, on n'aura pas le temps. À tout le moins, ce que je vais faire juste après, quand même deux mots sur l'évaluation, et puis je ferai juste ceci, c'est vous inviter à intégrer les différentes questions que vous avez, et je laisserai le WooClap ouvert, même si le webinaire sera terminé, vous pourrez continuer à le remplir, d'accord? Et moi, je m'engage alors à transmettre les différentes questions répartis sous forme de différentes catégories. Et si on peut alors répondre à ces différentes questions, eh bien, on le fera avec grand plaisir parce qu'on se rend compte qu'on a pris notre temps pour pouvoir vous expliciter les choses. Et voilà, je te laisse peut-être continuer juste pour la partie évaluation, Léa, si tu veux bien. Oui, On va peut-être vous accorder juste 5 minutes parce que nous sommes déjà à l'heure et puis si ça peut se faire en 5 minutes pour nous permettre de clôturer. oui, je vais On va juste le faire vite. présenter les Merci. outils, mais ce sera très rapide. Donc, pour l'évaluation, ce qu'on vous proposait comme outil, c'est Magic School, pareil que tout à l'heure, plutôt pour créer des questions, créer du contenu. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Mais sachez qu'il y a un autre outil qui est assez intéressant, c'est WooFlash. Et WooFlash, il permet notamment d'avoir un retour sur les questions qu'on pose aux élèves. Et donc, si je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, euh, si, si c'est coopératif, voilà. Si je vais dans un de mes cours, en fait, vous pouvez voir le résultat. Je ne vais pas dans le bon cours. Je dois aller ici. En fait, vous pouvez voir le résultat des élèves. Et donc, je vais cacher les noms pour ne pas que vous voyez. Et donc, vous voyez là, je sais voir les élèves qui travaillent sur WooFlash et ceux qui ne travaillent pas. Je n'oblige pas à travailler sur WooFlash. Et en fonction de la couleur, vous voyez les questions qui sont plutôt bien réussies. Ici, on voit que cet élève-là, il a fait 6 essais, il a fait 6 mauvaises réponses sur cette question-là. Donc, on voit qu'il y a des questions qui posent peut-être plus problème. Et donc, vraiment, cet outil, il permet d'avoir un retour sur ce que les élèves font. Et donc, il y a également cette fonctionnalité IA. Donc, vous pouvez créer des questions avec l'IA et puis surtout avoir ce retour par l'évaluation. Mais donc, malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais donc, je vous invite, pareil, à aller le tester pour voir toutes ces fonctionnalités, mais c'est vraiment un outil qui est super intéressant. Et bah, je m'excuse, on a beaucoup trop parlé, on n'a pas pu vous laisser l'occasion de pleinement poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre sur le WooClap afin qu'on puisse revenir vers vous. Et tous les supports seront évidemment disponibles. Merci beaucoup. Je pense que Madame la directrice est là. Si elle peut dire un mot, sinon on va dire le mot de fin. Bon, ok, alors on va donner le mot de fin. Alors, merci beaucoup à Monsieur Biatour et Madame Mertens. C'était tellement intéressant. Ah oui, Madame la directrice est là. Non, non, en fait, Vas-y. je voulais te laisser le mot de fin. C'était juste pour le remercier, remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Et puis, on se dit à la prochaine parce que c'est un sujet très passionnant. On est resté sur nos fins pour sur plusieurs questions. Donc, on va dire que ce n'est qu'un début et qu'il y aura d'autres webinaires que nous suivrons ensemble. Et merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous et avec leurs questions, interactions et tout ça. Et on vous promettra à l'IFEF de continuer sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci Un grand beaucoup et à merci. très, très bientôt. Et Au revoir. Merci, au revoir.